avec nous. Bonsoir à tous et bienvenue dans le Glénat Manga Live. Aujourd'hui, encore un live exceptionnel avec des invités de qualité. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Mathis, créateur de contenu qui nous rejoint. T'étais déjà venu, alors non, peut-être pas dans un Glénat Manga Live ici, non, mais à Japan Expo. C'était à la Japan, ouais. Pour le même manga en plus. Pour la même série, c'est une série que tu aimes beaucoup. Oui, exactement. J'étais pas à jour à l'époque, là j'ai tout rattrapé et effectivement Les frissons. Excellent. Les frissons. Excellent. Et les frissons sont partagés également avec Audrey, éditrice à Glénat, qui est avec nous aujourd'hui aussi. Bonjour. Et bonjour. Mais écoute, ça fait plaisir d'avoir ton petit sourire qui arrive comme ça dans l'émission. On te voit rarement. C'est vrai. Ce n'était pas mon quotidien, comment dire, de venir animer le plateau avec vous, mais peut-être que ça va le devenir un petit peu plus si vous voulez bien de moi. Mais on veut toujours de toi. L'équipe édito, au passage, je tiens à préciser que l'équipe édito est incroyable parce qu'aujourd'hui, j'ai finalement été assez longtemps dans ma journée dans les locaux de Glénat et l'équipe édito, ils étaient trop petits soins, ils m'ont dit mais tu veux du thé? Mais tiens, serre-toi, il y a du thé. Ils m'ont prêté une tasse One Piece. Regardez la tasse One Piece de fou. Elle est trop bien. C'est ma tasse de la journée. Hein. Toute la journée, j'ai fait que remplir avec de l'eau chaude. Et en fait, ce petit sachet de thé, il me fait toute la journée. Je fais des économies de fou. Et la qualité du thé à l'équipe édito. Donc vraiment, en plus, non, vraiment, ils sont adorables. Ils ont le sourire, ils sont trop gentils. Ils sont là. Si t'as besoin de quelque chose. On a à manger aussi. Non mais c'est assez impressionnant. L'équipe édito chez Glénat, number one, adorable, incroyable. Donc merci beaucoup pour l'accueil. Donc je suis doublement contente de te recevoir aujourd'hui. Merci à toi pour les éloges. En même temps, là j'ai des plantes, des pots de plantes. Allons-y gaiement. Mais évidemment, on est très heureux aussi de vous accueillir vous là dans le chat parce qu'évidemment vous êtes avec nous. C'est un live comme à chaque fois interactif, on répond de temps en temps à certaines de vos remarques et peut-être que aujourd'hui si vous avez des questions et qu'elles sont dans le thème de notre émission, et notre équipe édito pourra également répondre si c'est un rapport avec évidemment la série ou les nouveautés parce qu'on n'a pas de point FAQ, ça viendra plus tard dans l'année j'imagine, mais c'est pas aujourd'hui, en tout cas aujourd'hui on va parler de pas mal de choses très intéressantes dont les nouveautés, notre thème qui est Shadows House. J'aurais peut-être dû faire un truc un peu plus sombre dans ma thématique personnelle pour incarner un peu en gothique. Un petit chignon, ça fait un peu victorien, ça passe. Ouais, je me suis fait un petit chignon, j'ai fait des petites boucles là en me disant ça rappelle certaines coiffures de certains personnages. Voilà, on a tenté de faire des choses, mais on va aussi parler de l'actualité. Je suis en train de revoir mes notes et je me dis que... Mais pourquoi je prends des notes avec des infos et je les dis pas? Parce que du coup, quand je t'ai présenté, j'ai dit créateur de contenu. Mais je voulais aussi dire que c'est un de mes collègues dans les vidéos Fnac. On fait des vidéos Fnac. Vrai, vrai. Alors peut-être pas côte à côte, hein, c'est vrai, c'est individuellement, mais c'est un collègue de vidéos Fnac. Voilà, c'est vrai. Je suis là, je me note des infos, mais je les rends pas. Je comprends pas, c'est n'importe quoi. Niveau actualité, du côté des licences de chez Glénat, on va parler de Bleach. À votre avis, c'est passe quoi avec Bleach au Japon? Un truc trop cool. C'est pas un animé. C'est pas un animé. Là, c'est pas un animé. Ah, mais c'est le premier truc qui peut arriver. Est-ce que les gens peuvent s'en douter sur le chat si vous voulez jouer aussi? Non, c'est rigolo parce que on s'y attend pas forcément. Si on connaît le Japon, ça semble évident. Ah, ça aurait tellement pu. Il n'y en a pas déjà de toute façon. De toute façon, il faut dès qu'il y a une licence, il faut un café. Donc de toute manière, mais ça aurait pu être un nouveau café à thème qui arrivait. C'est totalement plausible. Mais il ne s'agit pas d'un café. Mais il y a une actualité autour de Bleach qui arrive très bientôt, hein, à partir du mois de mai. Il s'agit d'une comédie musicale. Ah, incroyable. Ou en tout cas une pièce de théâtre avec de la musique, histoire de peut-être pas forcément... Ah, c'est pas la suite du live action, hein, je suis désolée, mais c'est bien pensé parce que ça aurait très bien pu. Non, il s'agit du Rock Musical Bleach que vous voyez à l'écran. Et effectivement, quand je vois Rock Musical Bleach, je me dis, si c'est pas une comédie musicale, quand même, ça en a tous les aspects. Très Broadway, ouais. Mais ils font beaucoup ça en vrai au Japon. Il y a plein de mangas adaptés en comédie comme ça. Non, mais en vrai, ça doit être méga chouette. Hein. S'il y a du budget sur la mise en scène, ça peut. Mais il y a pas mal de licences très connues qui sont pas chez Glénat, qui ont eu effectivement des adaptations en comédie musicale, ça en jette. Parce qu'il y a des effets sur la scène assez impressionnants, on a l'impression qu'ils sont dans le futur. Ouais, c'est vrai. Après, ça reste au Japon par contre, j'ai remarqué. Alors, c'est vraiment le public pas trop... Ils font des tournées en Asie des fois,
Ah ouais. des fois. Mais ils ont essayé de venir en France. Il y a eu Sailor Moon qui a fait un spectacle. Ah oui. C'était incroyable. C'était, Ah voilà, oui. Sailor Moon, je c'était savais pas. fabuleux. Il y a très longtemps, Sailor Moon, c'était ici. C'est pour ça que je me permets. Mais entre autres, ça, c'était incroyable. Après, il y a eu un phénomène d'un jeu vidéo qui s'appelle Token Lambu. Il n'y a pas d'adaptation manga qui existe. Mais ça aussi, c'était à Japan Expo. Ils avaient fait Ok. quelques pièces dessus. Enfin, c'était. Je me suis dit, c'est le début de quelque chose. Il bah non, tient un oui. truc, il tient un truc. C'est ça, c'est resté sur les débuts. En tout cas, si vous êtes au Japon et que vous êtes intéressé, sachez que ça débutera à partir du mois de mai, avec tout d'abord des dates à Tokyo et ensuite à partir de la fin du mois de mai du côté de Osaka. Voilà, donc si vous avez les moyens et si vous êtes sur place à cette période, eh bien faites-vous plaisir. Les billets sont déjà disponibles en pré-vente, en tout cas sur le site officiel de la comédie musicale, donc rmbleach.com. Si jamais vous lisez le japonais, parce qu'après c'est compliqué. Ça risque d'être un petit peu compliqué. Ensuite, nous avons une autre information concernant une licence dont on a déjà pas mal parlé, puisqu'il y a beaucoup d'actualités autour d'elle. Il s'agit de Sandland, l'un des premiers one-shot de Toriyama. Alors, je dis un des premiers, parce que c'est un des premiers que j'ai lu moi, à titre personnel. Peut-être avait-il fait déjà des milliers d'histoires, mais en tout cas, c'était il y a bien longtemps, tellement longtemps, l'époque où Glénat ne mettait pas de jaquette sur ses mangas, pour vous dire que c'était un autre On temps. n'était pas nés. Ah ouais, Sérieux? Vous mettez la chair. il a donné un coup de vieux d'un coup, il a dit quoi? Dans le chat, s'il vous plaît, dites-moi que vous étiez nés. Dites-moi que vous étiez déjà avec nous. Non, mais je rigole. Je doute. C'est vrai qu'ils sont quand même tous jeunes autour de moi. Quand même. Alors, c'est possible, c'est peut-être possible. Mais donc la série Sandland arrive à partir du 20 mars sur la chaîne Disney+. Ça a été annoncé depuis un tweet, j'arrive pas à ouvrir le lien, parce que du coup j'aimerais bien avoir les infos. Qu'est-ce qu'on a comme information? Donc ça commence à partir du 20 mars, à partir de 16h horaire japonais, évidemment. Donc le truc c'est que c'est sur Disney+, au Japon. Donc c'est une date japonaise. Pour la France, évidemment, on n'a absolument pas la moindre information. Il faut que Disney+ France communique de son côté pour qu'on puisse être sûr d'avoir une date de début de diffusion. Alors ça arrivera avec de la chance juste avant le début de la diffusion. Attendez, le 20 mars, c'est dans pas longtemps ça. Oui, c'est dans pas longtemps. C'est genre En dans tout cas, une c'est sûr que semaine. ça va arriver proche de la date. Et Ça, des fois ça arrive pendant la diffusion. Oui, voilà. C'est déjà arrivé pour d'autres animés. Mais bon. Donc écoutez, il suffira de patienter et peut-être plus d'informations. En tout cas, les Japonais, eux, de leur côté, vont avoir ça très très rapidement. Ensuite, on vous parlait déjà il y a quelques semaines de Parasite. Peut-être pour le titre coréen, je ne sais pas comment il se prononce réellement, puisque du coup, cette incroyable licence va être adaptée en drama coréen sur Netflix. C'est Netflix qui le produit. Je vous avais déjà dit d'ailleurs que le réalisateur, qui est Yeon Sang-ho, est un incroyable réalisateur, puisque quand même, il a fait Le Dernier Train pour Busan. C'est quand même, je pense, voilà, un des titres de films les plus marquants des dernières décennies. Et c'est également lui qui a fait l'adaptation du webtoon Hellbound sur Netflix également. Et il est incroyable. Il est incroyable. Je m'en remets pas tellement, je suis traumatisée d'ailleurs, parce que c'est un webtoon assez violent. Donc là, il va s'occuper de Parasite, réadapté évidemment dans un contexte coréen, avec des acteurs coréens. C'est comme si c'était arrivé aussi en Corée. Et du coup, qu'est-ce qui se passe là-bas? Donc ça promet de redécouvrir finalement tout le phénomène, mais avec d'autres personnages et donc d'autres entités, d'autres créatures. Intéressant. Hein. Non, ça c'est la grosse surprise. Ils ont sorti ça de nulle part en plus. Il n'y avait aucune avant. Et... C'est arrivé d'un coup, il y a quelques Non, c'est pas mois. comme ça. En Ouais, fait, mais- on vous a pas dit, Oui. mais il va y avoir ça. On fait ça, voilà. Non, ça, Eh c'est- ben, très bonne idée. Faites non, ça ça, c'est plus trop souvent. cool. Ouais, de ouf. Mais il y a C'est une trop petite bien. vibe un peu Resident Evil, je trouve, dans cette adaptation. Parce que du ouais. coup, ça parle d'un laboratoire qui est là Ah, et ok. qui essaye d'analyser justement tout ça pour essayer de contrer. Donc je me dis, ah, ça c'est peut-être un des aspects qu'on a effectivement pas eu dans le manga. Vu dans Ouais, le c'est manga vrai, ouais. original, ouais. Mais en même temps, c'était pas le propos de l'auteur. Non. Il avait un propos, et d'ailleurs, le manga est toujours disponible. Ah, j'aurais pu remettre la boîte ici. En disant, eh, Ah, oh, c'est vrai. le manga est disponible dans un magnifique coffret, Parasite, sorti il y a pas très longtemps. Et il est là. Oh, le coffret, il est là. Effectivement. Ah, attendez, je pose. J'en démonte tout. On casse le décor. Tadam! Incroyable coffret, regardez-moi cette petite main. On l'avait déjà présenté évidemment dans un précédent Glénat Manga Live. Voilà, Ah, super. il y a Là- la petite main. Ouais, C'est exactement, il y a Miggy. Ah, je me suis trompée. Je me suis trompée de sens. Et Miggy qui referme le coffret. Et il est vraiment très très beau. Regardez comment il est joli. Donc là, évidemment, les mangas ne sont pas dedans puisqu'ils sont à côté. Mais donc ça, c'est sorti il n'y a pas très longtemps. Si jamais vous n'avez pas testé Parasite, vraiment,
Ne passez pas à côté. Il n'y a que des bonnes séries dont on parle aujourd'hui. C'est incroyable. Mais tout le temps, quand on est ici. C'est rarement pas le cas, hein, très clairement. Ensuite, je voulais vous parler également donc, de Blue Giant parce que c'est cette semaine que sort le film Blue Giant. Ça fait donc des mois qu'on n'arrête pas de vous teaser à base de on a une date, on a une affiche. À chaque fois, on a eu des trucs un peu différents. On a un trailer, de plus en plus. Voilà, à chaque fois, des informations qui arrivent au compte-gouttes. Et bien, ça y est, cette fois, on est pile poil dans la semaine de sortie. Il sort le 6 mars. Et il est incroyable. Je sais pas si Mathis, t'as eu l'occasion de jeter un œil. Le manga, oui. Mais pas le film. Le film, j'ai loupé l'occasion d'aller le voir. T'as loupé le coche. Ouais. Toi, tu fais partie du groupe qui... Je l'ai vu. Parce que du coup, moi, je suis allée en séance presse pour le voir. Ouais, Et j'ai j'arrive en séance presse et qu'est-ce que je vois? Une brochette de Glénat sur ma rangée. loupé. Tout le monde était là. C'est impressionnant, j'ai tourné la tête, j'ai fait... On est à Boulogne, que se passe-t-il? J'étais dans une salle de ciné. Donc effectivement, le film, là vous avez le trailer qui défile, actuellement, il est sensationnel. Ok. Juste, essayez d'ignorer les passages en 3D, qu'il y a de temps en temps. Franchement, c'est pas les pires qu'on ait vus quand même. Oh, mais vraiment, les gens qui font des fixettes dessus, je comprends pas. mais le reste est fabuleux. Le reste est fabuleux. Non, parce que pour vous Il y dire en a vraiment, qui ont réussi. les passages en 2D. Oh, il y a des moments, Ouais. en fait, sur les scènes de live, puisqu'effectivement, la 3D n'est utilisée que sur les lives. Car ils ont fait du... alors j'ai d'accord. envie de dire de la rotoscopie, mais il y avait un Ouais. autre terme quand on met les trucs sur les gens, là. J'ai plus le terme, pourtant je l'ai tapé tout à l'heure comme dans pour les dans le films, texte. genre Avatar et tout ce truc-là. Voilà, Ouais. exactement. Donc ils ont utilisé ça sur des gens qui étaient en train de performer sur des scènes, des musiciens de jazz, hein, des musiciens d'ailleurs très compétents et très reconnus dans le milieu, qui ont prêté leur talent pour le film. Et donc ils ont réutilisé leurs mouvements et tout, sauf que au niveau du rendu, genre je n'y connais absolument rien évidemment en termes de 3D, etc. Je ne sais pas, il y a des histoires de textures qui viennent un petit peu se mêler à tout ça, mais au niveau du rendu, on a aujourd'hui des productions qui arrivent à faire des trucs phénoménaux. Donc c'est vrai que dans ma tête, je me dis qu'à mon avis, il y a moyen d'optimiser encore mieux tout ça. Mais la 2D dans ce film, elle est incroyablement bluffante. Il y a des effets fabuleux, des manières de voir, de reconstituer le son même à l'image. C'est juste vraiment fou. C'est vraiment fou. Moi, le film, je suis sortie, je chialais. D'ailleurs, non, mais vraiment. Car au moment, tu te dis, bah non, c'est pas forcément un film où on va s'émouvoir. Ouais. Et en fait, il se passe quand même beaucoup de choses dans Blue Giant. Et au bout d'un moment, bah, c'est difficile, tu vois, de garder une vraie distance avec ce qu'on est en train de te présenter. Et Ok. tu lâches les vannes. Il y a des moments où tu lâches les vannes. Et par rapport au manga, c'est quoi le. Alors en fait, t'as le premier arc. C'est le c'est premier arc. le Blue Giant en 12 tomes, le premier arc, Ouais, effectivement. C'est ça. Sauf que du coup, il y a une ellipse. En fait, le tout début du manga commence avec Dai qui est au lycée. Et Ouais. qui découvre vraiment le saxophone et le jazz. Mais du coup, ça, on le squeeze. Ok. Et en fait, c'est le début du film, c'est Dai qui arrive à Tokyo pour Ok, pour se créer son lancer. groupe, Ok, etc. ouais. Donc il y a une petite partie qui est enlevée, mais qui n'est pas forcément nécessaire C'est pas dans le dérangeant film. pour le film. Ouais, c'est pas Ouais. dérangeant pour le film, Ouais. exactement. À aucun Ok. moment c'est dérangeant. Donc je trouve même que ça a été très malin de leur part de finalement le faire commencer de cette manière-là. Ok. Ça se concentre vraiment sur Tokyo. Voilà, c'est son moment à Tokyo, effectivement, la construction du groupe. J'en dis pas plus pour pas spoiler ceux qui n'auraient pas lu le manga. Mais effectivement, on démarre sur ça et c'est peut-être un petit peu plus dynamique comme ça aussi. Je trouve. Ça évite. Il n'y a pas de longueur dans le manga au début, mais est-ce qu'on va lire, est-ce qu'on va expérimenter à la lecture et ce qui aurait peut-être pu nous C'est être présenté différent, à l'écran, ouais. ça aurait pu peut-être faire une longueur avec ce média-là. Ouais. De le démarrer réellement à la campagne comme ça. Alors que là, on a un petit aperçu d'où il vient, etc. Oui. Ouais, Et les on petits comprend d'où il flashbacks. vient, Et etc. voilà. Ouais, c'est bien. Mais on est quand même dans la dynamique de la vie à Tokyo qui est quand même pas la même chose. Ok. Complètement. Il y a donc Spirda sur le chat qui me rappelle le terme que je ne trouvais pas, c'était la motion capture, c'est évidemment. Voilà, la motion Exactement. capture qui a été effectuée parce que du coup j'ai lu l'interview de quelques personnes qui ont travaillé sur le film. Et c'est vrai que par rapport à la musique, il y a Funky Ben qui dit qu'un des trucs importants dans ce film, c'est évidemment que c'est la musique. Je vous disais à l'instant qu'il y avait donc des musiciens très 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 bons et très reconnus dans le milieu qui avaient participé. Mais apparemment, moi qui ne fais pas du jazz, c'est pas quelque chose que j'aurais pu deviner ou savoir. C'est qu'apparemment quand on fait du jazz, aucune performance ne se ressemble. C'est-à-dire Oui, qu'il y a une ouais. interprétation qui est vraiment un peu Unique. libre finalement, et donc c'est unique. Une interprétation est réellement unique. Et donc ça a été une des difficultés pour pouvoir du coup faire ce film avec la musique et tout animer ensemble. Enfin, il y a eu un petit truc, on n'avait pas pensé à ce petit détail. C'est quand on dit on la refait. Donc ça c'est assez amusant. C'est un petit peu amusant parce que quand on connaît pas le jazz, on sait pas forcément. Mais vraiment, vous devez aller
voir Blue Giant le 6 mars. C'est demain. Il a pas de. Il sort le 6 mars et après il reste comme un film lambda. Bah, Parce ça que- dépend des salles de ciné. Ah, ok, ça dépend... oui, ça dépend, ça, de ouais. l'affluence. Parce que des fois il y a des dates de fin souvent pour les animés ou les trucs comme ça. Ça, c'est pour quand il y a des sorties spéciales. Ouais, voilà. J'ai vu qu'il y avait effectivement certains films qui sortaient genre que 2 jours Ok. ou des trucs comme Ah ça. Mais là, c'est une sortie en salle normale. Ok. Après, la distribution du nombre Ouais. de copies dans la France, je Ouais, sais ça- pas trop. Donc, J'avoue. en gros, allez le voir la première semaine, dépêchez-vous. Vraiment, C'est ça. allez Au voir la cas où, première dans le semaine. doute. Allez-y. Non mais vous allez être Ok. bluffé, vraiment si vous avez la possibilité. Et c'est vrai qu'il y a des salles qui ont des cadeaux. Pour la première séance Ah le oui, mercredi c'est vrai. matin, je crois que j'ai vu effectivement dans la communication de Rozoom qu'il y avait des cadeaux prévus. Il fait ça bien. Mais oui, ils Bonne font ça com, bien. hein, bonne com, c'est Ouais. bon. J'ai envie de voler les cadeaux d'ailleurs. Mais ce sera difficile, il faudrait que je me lève le mercredi matin, mais j'ai d'autres obligations, c'est tombé, j'ai toujours des obligations. Et sinon, on a aussi comme dernière petite actualité, vous l'avez peut-être déjà vu passer sur les réseaux sociaux, mais actuellement, il y a quelques temps, on dirait plus ça, il y a quelques temps, eh bien, les équipes de Glénat étaient en Italie pour aller vérifier la réimpression des One Piece Color Walk. Et nous avons les images, alors petit jeu, les images ne sont peut-être pas dans le bon sens. Si vous tournez la tête, peut-être que vous les verrez dans le bon sens. Il faudra tourner comme ça. Vous voyez, c'est à l'envers. Mais en fait, c'est fou parce que ça rend bien. Ça rend bien parce qu'on dirait que c'est Ouais, on dirait vraiment que c'est imprimé en normal. haut. On dirait que c'est normal. En vrai. C'est normal et c'est imprimé en haut. Je dis avec la En vrai, vitesse, t'aurais rien dit, ça se trouve, ceux qui connaissent pas Ouais, du tout, grave. ils auraient pas vu la On diff. voit pas. J'avoue parce qu'en fait, on dirait que c'est comme ça les vraies machines d'impression. C'est vers le haut. Et à l'infini, et Et au-delà. voilà. Ouais. Non, c'est vrai, ça rend bien. Voilà, on a quelques petites images parce que c'est important, nous dirait Benoît s'il était là, de vérifier les couleurs parce que en Eh France et au Japon, eh ben, on n'utilise pas les mêmes couleurs. Donc, pour réussir à retrouver exactement les mêmes teintes ou en tout cas au plus près, eh bien, il faut faire parfois plusieurs essais. Et sur les Color Walk, on tient à être le plus proche possible de l'original, bien évidemment. Donc, vous voyez là ici des photos qui ont été prises chez l'imprimeur. Avec, est-ce qu'on sait qui c'est qui est parti en Italie? Oui, Ah, on a le droit de le dire? je ne sais pas. Personne ne sait. moi, j'aurais dit, par automatisme, j'aurais dit Benoît, parce que j'ai l'impression que c'est toujours lui qui se déplace. Mais bah, comme c'est le professionnel de tout ce qui va être fabrication, j'ai l'impression que c'est lui qui a l'œil expert, tu sais. Et c'est pour ça. C'est notre maître à tous. Voilà, c'est lui qui nous enseigne tout. C'est lui qui sait tout. Moi, je suis allée en Italie. D'accord. Alors, il n'y avait pas d'erreur d'impression normalement. Sinon, on n'aurait pas posté les photos. Je pense. Ce serait un peu gros. Ce serait un peu gros quand même. C'est ici qu'on demande la suite de Gals. Alors, j'avais dit les questions, si elles sont en lien avec le thème du live. En vrai, c'est mieux. En vrai, c'est plus cool. Mais je pense que ça reste encore actuellement compliqué. Je suis pas éditrice chez Glénat, mais je pense que j'ai les aptitudes aujourd'hui pour vous dire que c'est compliqué. La suite de Gals, j'ai pas tout de suite. Et du coup, on va passer à un des gros sujets de l'émission, les sorties en librairie demain. Oh. Le jingle est fatigué. Il est down, Il est un lui peu aussi. fatigué. Il a tout Il qui est down. down comme ça. Allez, on va se coucher, les enfants. Il est vrai que cette journée est longue pour certains. Et les jingles sont épuisés. Non mais après la vidéo à l'envers, il a dit non mais moi si je veux je m'arrête au milieu. Je suis pas obligée d'aller au bout. Il est épuisé. Mais le truc, c'est une prise de jazz, tu sais, c'est unique. On n'aura jamais deux fois la même. Il peut jamais. C'est un adorateur de Die. Il s'est dit non moi aussi, regardez j'ai un flow phénoménal. Mais en parlant de musique, ça tombe bien puisque justement un des premiers titres qu'on va aborder a une connexion avec la musique. Ce n'est pas un nouveau tome de Blue Giant Explorer, mais les 2 tomes d'anime comics de One Piece Red. Et clairement, on est sur un titre musical. Il suffit de se remettre la petite playlist du film One Piece Red et puis bah, vous allez vous plonger dans cette lecture. En plus, Exactement, elles sont dans l'ordre du film et donc de l'anime comics. donc. Et regardez un petit peu l'impression, tout elle en est couleur. hyper quali.
Je trouve ça très joli, les couleurs ressortent hyper bien, ça rappelle vraiment totalement le film. Si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir, franchement, vous pouvez aller sur l'animé comics aussi. Après, l'idéal, c'est de tout posséder, évidemment, de Uta. Moi, je suis grande fan de Uta. Vous ne le savez pas, mais ça, c'est un chouchou qui vient de la boutique officielle, le Mugiwara Shop. C'est un chouchou Uta. Voilà, je tiens à le dire. Hein, le fanatisme va loin. Si j'avais retrouvé mes boucles d'oreilles, j'aurais aussi mis mes boucles d'oreilles Uta. Et du coup, voilà, vous avez ici donc encore une double page que je vous montre pour que vous voyez bien la couleur, hein, c'est un animé comics, donc tout en couleur, et c'est ce qui justifie potentiellement aussi son prix, parce que c'est pas la même chose d'imprimer du noir et du blanc que d'imprimer de la couleur. Et souvenir, il a eu 9,80 €, il me semble. Ah, tu connais par cœur les codes prix? C'est 25, donc... C'est un scanner. Je suis impressionnée. Avec des 5 €. Non, je veux pas dire de bêtises parce que le 25, je le vois pas souvent, mais je connais les codes prix, ouais. Mais le 25, je pense pas que ce soit le 10,90. Non, mais il me semblait que c'était 9,80. Attends, je touche un verre. Il me semble que c'est 9,80 parce que du coup, j'ai fait une mini review pour les réseaux sociaux de mon émission et j'étais sur la page officielle de Glénat et je crois avoir vu ce tarif. Après, peut-être que mes yeux ont mélangé les chiffres, hein, ça arrive aussi, la fatigue, tout ça. Mais donc One Piece Red, ça se compose donc en 2 bouquins et 2 assez gros bouquins, mine de rien, parce qu'il y a presque 300 pages. Il y en avait beaucoup, enfin, d'habitude il y a 200, entre 200 et 170, un truc comme ça. Là, on est à beaucoup plus, voilà, 250 ici. 268, voilà, 260, donc 270, quand même assez gros bouquin pour les 2 tomes de One Piece Red qui vous refait l'intégralité du film. Donc en vrai, c'est quand même un article qui est destiné évidemment aux fans de la licence, mais je pense surtout aux fans de Uta. Principalement, bien, puisque c'est elle évidemment la star de ces 2 livres que vous pouvez retrouver dès demain en librairie. Hop, je les repositionne ici. Ensuite, vous avez, alors ça c'est un tour de magie, littéralement un tour de magie. Regardez ce tome de Babysitters, c'est le tome 24. Alors, outre le fait qu'il y a des espèces de petits bébés ici, hein, c'est même pas des bébés, c'est des enfants à la crèche, donc c'est plus tout à fait des bébés, ok. Et bien, sachez que donc c'est un slice of life qui continue, voilà, 24 volumes, mine de rien, c'est quand même une sacrée quantité. Il y a des shonen qui s'arrêtent avant, sachez-le, beaucoup même. Et sachez que donc cette histoire, si vous avez eu l'occasion de voir l'animé, si vous avez l'occasion de lire le 1er volume, le 2e volume, vous pouvez complètement lire le tome 24. Je parle par expérience. J'ai lu que le début de l'histoire et il fallait que je lise ce tome 24 pour des choses que vous verrez également peut-être demain sur les réseaux sociaux de Glénat. Et alors littéralement, j'ai tout reconnecté. J'ai déjà rencontré tous les personnages de cette histoire. Donc j'étais en mode « Ah, c'est trop mignon !» Donc on est sur le slice of life où les gens ne vieillissent jamais. C'est comme les petits Conan. Voilà, on ne vieillit pas. C'est comme Titeuf. C'est Titeuf, exactement. C'est les petites aventures, en fait, c'est ça qui est mignon avec ce titre. Oui. C'est qu'en fait, bah, c'est le principe du slice of life, c'est qu'on va avoir des petites scènes de la vie quotidienne et on n'est pas là effectivement pour suivre une grande épopée shonen qui a un début, un milieu, des combats, un dénouement, une fin. Là, on est vraiment sur, oui, quand on a lu les 2 premiers tomes et qu'on connaît tous les personnages, bah après c'est juste le plaisir en fait de ils vont aller à la piscine et puis après ils vont aller à la campagne et puis dans cet épisode-là ils vont perdre une peluche et dans cet épisode-là il va y avoir un autre drame. L'éclair, l'orage. Voilà. Attention, tu vas perdre ton nombril. Je connaissais pas ces histoires de légendes là, mais au Japon, figure-toi qu'on raconte aux enfants que s'il y a de l'orage et que tu caches pas ton nombril, et bah on va te le voler. On va te le voler. Ah, yes. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à convaincre les enfants de se couvrir. Pendant un orage. C'est très particulier. Mais du coup, voilà, ça respire la douceur. Okay. Et pour l'avoir lu, alors que j'ai pas forcément lu tous les autres tomes avant, j'ai reconnecté tout de suite. Il y avait aucun moment vraiment de flou. Je crois qu'il y a un personnage que j'avais pas rencontré avant, mais remis dans le contexte de l'histoire, il y avait aucun problème non plus. Donc, si vous avez besoin d'un moment de douceur, de respirer dans ce monde de brut, hein, où rien ne va, tout est gris. En vrai, un petit tome de Babysitters, on se rend pas compte à quel point ça fait du bien. Je l'ai vécu, c'est une reco. Du côté de la sorcière aux champignons, qui je l'espère à l'occasion sera également le thème d'un live. Ça me ferait extrêmement plaisir. La sorcière aux champignons, alors là pour le coup on peut pas sauter les tomes, c'est pas possible. Il faut absolument tout lire parce qu'il y a
Trop d'infos, il y a beaucoup d'infos. Et dense. Ouais, c'est hyper dense à chaque fois comme tome. C'est très caractéristique, c'est la même autrice que l'Académie Alice. Exactement. Déjà, c'était bavard. En fait, elle aime beaucoup développer son univers. Pardon, je te coupe. Mais tu as raison, non mais Non, vas-y. vas-y. Mais non mais Du c'est bien que tu expliques aussi. Et du coup, c'est vrai qu'en fait, il y a aussi énormément d'interchapitres où elle montre comment elle a déterminé les vêtements, comment quelle matière c'est. Elle détermine. Je te l'emprunte. Et en fait, elle détermine voilà les emplacements, les lieux. Elle fait des plans. Elle donne énormément d'informations sur son world building en fait, et c'est super intéressant parce que non seulement comme ça, on peut suivre les personnages et le déroulé de l'histoire, mais on a aussi un bon aperçu de tout l'univers autour et des choses qui n'interviennent peut-être pas directement dans l'histoire à l'instant même où on la lit, mais qui ont quand même leur importance, des détails sur voilà, les vêtements, les coutumes et tout ce qui concerne les personnages qui n'est peut-être pas abordé en direct, mais qui a sa petite importance. Voilà, je te le donne. Mais complètement. Moi j'adore aussi comment elle développe tous les champignons parce qu'en fait à C'est chaque ça, nouveau c'est tome, ça. eh ben, à chaque fois il y a un nouveau champignon, le champi triste, le champi larme, chaque champignon qui effectivement a une forme adéquate par rapport à ce qu'il représente, son utilité, comment on l'utilise. Enfin, c'est vraiment d'une créativité. À C'est chaque ça. fois je suis fascinée. Mais sinon si vous aimez l'introspection, hein, on est constamment sur l'introspection, on est sur des réflexions, des pages et des pages et des pages de réflexion. Mais c'est important puisque du coup c'est ce qui fait que les protagonistes évoluent. Et donc des fois il y a des protagonistes qui ont besoin de plus de temps, n'est-ce pas? Lisez, on pense beaucoup dans sa tête, il se passe beaucoup de choses à l'intérieur. Lisez, on a besoin, lisez tout le temps, constamment, perdu dans son âme, dans les ténèbres Et ce qui presque. est très drôle, c'est que le magicien du vent, du coup, se moque pas mal de lui. Voilà, alors qu'en fait quand on va aller dans l'âme du magicien du vent qui est ici, c'est un magicien noir, magicien du vent, lui aussi en fait il a pas eu la vie facile et j'ai presque versé une petite larme quand on a eu son flashback. C'est vraiment le tome où on va découvrir ce qui lui est arrivé dans le passé et on fait... Ils ont tous des vies difficiles. Il y en a Pas pas évident chez les magiciens noirs. Ah, clairement. c'est compliqué. Il y a un petit groupe de soutien à former. Et du coup, il y a vraiment toute une réflexion très intéressante, je trouve, sur l'amour de manière bien sûr. générale. Car en fait, il y a un réel parallèle avec l'amour de manière globale pour les humains classiques. Parce que des fois, l'amour, c'est ce qui va nous transporter, c'est ce qui va nous donner des ailes, comme ça peut être ce qui nous détruit. Exactement. Et là, c'est vraiment une réflexion hyper intéressante entre les magiciens blancs, les magiciens noirs, et ce que l'amour provoque chez eux. Et j'ai trouvé ça tellement bien écrit, encore une fois, donc vraiment une artiste à suivre, au-delà de cette intrigue qui avance très doucement. Ah, vraiment, on avance à petits pas pour essayer de comprendre ce qui va arriver avec le fameux Lisée, mais on est à fond. Vraiment, on est à fond avec la sorcière aux champignons. Et, mon Dieu, excusez-moi, j'ai mon texte qui a... d'un seul coup glissé, peut-être un champi glisse qui est passé par là. Pas mal. Et j'ai tenté. Et très très bientôt, vous retrouverez sur les réseaux sociaux de Glénat du contenu dédié à l'autrice de La sorcière aux champignons. Alors stay tuned sur les Twitter, les Instagram de Glénat Manga, bien évidemment. Toi, t'es intrigué. Ouais, bah, j'aime beaucoup la couverture en fait. Ah, je crois que génial. je les ai en plus, je les ai pris juste pour la couverture de base. Mais c'est Il incroyable. faut que je commence. C'est l'objectif. Oui, très bien Lâche joué. à part les paillettes. C'est exactement ça, les paillettes. Ça marche Je sais pas si toujours. on voit bien, mais il y a des paillettes. Ça... Et c'est pas C'est en juste des relief et paillettes comme ça, c'est des paillettes un texturées. Oui, c'est texturé. ouais. Ça Ça Exactement. donne envie de toucher. C'est très ASMR, tu sais, tu pourrais gratter Oui, la c'est vrai, couverture. comme ça. Et pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui a été fait pour la France parce que le Japon n'a pas N'a pas les ce paillettes. vernis. Ok, n'a pas du tout les paillettes. Non, n'a pas les paillettes. Donc je Excellent. pense que l'autrice, elle doit trop kiffer la version française. Ouais, c'est clair. En tout cas, bonne idée. Très très bonne idée. Mais là, tu recouvres les ténèbres et il ne faut pas puisque nous allons passer justement oui. à Shadow. Alors ça, c'est le tome numéro 12, le mais 12, celui-là. où est le... Ah, le 13, il est là. Il est là. D'accord. Tu m'as induit en erreur. Le tome 13. Shadows House, qui va être le sujet principal évidemment de notre live aujourd'hui. En tout cas, sachez que ce tome qui vous attend dès demain en librairie, il est insane. Vous allez me dire, mais tous les tomes de Shadows House sont insane, Caro. Oui, c'est fait, c'est un fait, c'est réel. Mais celui-ci, vraiment, je vous jure qu'il se passe des choses. Car en fait, on arrive sur un final là du tome 12, on se dit, ok, un nouvel allié, peut-être un nouveau pouvoir qui se développe, ou pas. Et ici, on va... Ceux qui ont lu le tome 12 Auront la ref. vous aurez la rêve du La dernière page du tome 12. la dernière page du tome 12. Et donc celui-ci avance bien, mais alors une fois de plus, on arrive à la fin du tome sur un cliffhanger, on se dit
Mais on ne s'arrête pas sur ce genre de choses en général. Exactement. Il faut arrêter. Tous les Ils aiment auteurs nous faire font souffrir ça. le duo d'auteurs. C'est un peu leur spécialité là sur les derniers tomes. Oui. Alors, je voudrais juste montrer, je pense que c'est possible, les belles pages couleurs qu'on a à la fin. Je les trouve incroyables. Alors, je ne vous dévoile pas qui est ce personnage. Parce qu'en fait, c'est un personnage qu'on voit depuis le tome 1. Mais on va dire que c'est dans un autre état. Et c'est une très très belle image du coup, si vous suivez le manga. Donc ça ne vous spoil pas si vous connaissez pas. Puis après on a la petite équipe là, La fine équipe. les deux pères là, les deux incroyables pères que j'espère un jour vont pouvoir se retrouver. On parlait de l'amour tout à l'heure. John, je te soutiens. Voilà. Moi je suis dans le soutien de John. Toi t'es Team John. Ah je suis Team John. C'est bien. John vas-y, gambare. C'est un peu comme quand on avait les Team Edouard et Bella, bah là Ah on oui, est Team John. Mais oui, il a une fougue et un naturel. C'est ça. Ouais, c'est ça. On se dit bah non, mais le gars il calcule rien, il est dans la passion, il est dans Oui, mais l'instant. il est déter. Il est déter. Ouais, il veut absolument aider. Il est déter, il y C'est croit. vrai. Et on aime bien ça en vrai quand même un peu. Ah il est déter Ouais. tellement, il peut éclater des murs. Il peut éclater des murs. Le tome 12 était trop bien, j'ai vraiment hâte du tome 13. Et Valex, tu vas te régaler. Oui. Tu vas te régaler. Ah oui. Et on va justement enchaîner directement sur notre focus. Le jingle va s'arrêter. Oh, un jingle en entier, ça fait plaisir. Merci la machine. Quand la machine va bien, c'est extrêmement cool. Donc aujourd'hui, on va se consacrer à vous parler de Shadows House. C'est une licence dont on a déjà pu parler évidemment à Japan Expo. Si vous avez l'occasion de nous suivre à cette occasion, attendez, j'ai plus la ville. À Villepinte, voilà, à Villepinte, ce grand événement où de nombreux fans du Japon viennent se réunir pour chercher des mangas, mater de l'animé, voir des concerts. Enfin, c'est vraiment un événement incroyable. Mais donc peut-être n'avez-vous pas eu le temps de regarder les fabuleux lives que nous produisons directement sur place. Et il y avait donc Mati, entre autres, qui nous avait accompagnés. Et c'était vraiment un live très intéressant puisqu'on avait eu plusieurs invités qui ont parlé de leur passion pour cette œuvre, avec vraiment différents points de vue, avec différents aspects qui vous plaisent, qui vous charment. Donc aujourd'hui, on va revenir un petit peu là-dessus. Et surtout, vous avez évidemment, vous aussi, les gens du chat, le droit de venir nous donner également vos feels. Si vous aimez tel aspect dans Shadows House, n'hésitez pas à nous le partager sur le chat. De temps en temps, je wink sur le chat, donc je pourrai également vous répondre et vous lire. Il faudrait que je reprenne le manga. Oui, il faut reprendre le manga. Oui. Hein, si tu t'es arrêté, Funky Ben, c'est vraiment, vraiment dommage. Parce que il se passe vraiment des choses à chaque volume, tout le temps. Tout le temps. Alors je repose ce petit tome. Alors c'est marrant parce que la couverture met à l'honneur cette paire. C'est pas forcément eux qui sont les plus mis en avant dans ce tome-là. Non. C'est Quoique, en vrai, intéressant. Alors que finalement, là, Oui, là, ouais, ça là sur le tome 12, c'était vraiment lui Ouais, qui c'est vrai que apportait je quelque cherchais chose. Ouais. Voilà, on voit. Non, c'est vrai que ouais. Non, C'est je dirais cool. même que c'est plutôt Ricky même. Ricky, il évolue vachement dans ce tome. Patrick et Ricky, ouais. Mignons. Ouais. Ouais, eux, ils ont vraiment une synergie Ah, ensemble. c'est une de mes pères Ils préférées. se poussent vers le haut constamment. Ouais. Ils sont Bah, si surtout que dans ce adorables. tome-là, ils ont plus de sentiments. Enfin, on a plus de compassion pour eux d'un Ouais, coup. ouais. Alors qu'au Je début, trouve ça Patrick cool, est quand même Ouais. relativement insupportable. Oui. Au teint. Désagréable. Même Barbie, ouais, c'est Barbie. Ah oui, Barbie aussi, je la détestais au début. Barbie et plus on en Barbara. apprend, Et plus- voilà, plus t'as du mal à la détester. C'est exactement ça. Parce Je qu'elle sais plus elle dans a ses celui-là. raisons. Je sais plus si c'est dans le 12, dans le 13, Je mais, crois que c'est dans le 13. mais on en apprend beaucoup sur son Ouais. passé, etc. Pourquoi elle est comme ça et tous les problèmes qu'elle a. Et au final, tu commences à t'attacher à elle, tu dis ah, je l'ai peut-être un peu jugé trop C'est vite. ça. Non, c'est vrai que sur les derniers tomes, on en apprend plus sur les persos, c'est trop bien. Je sais plus si c'est celui-là. Ouh. Je sais pas Alors si cette je peux double, montrer je pense ça. que tu spoil trop de choses. Ouais, là, ouais, c'est- j'aurais voulu montrer cette page. Mais elle est incroyable cette Ah, page. oui, exactement. Alors c'est vrai que si on veut peut-être montrer des pages, on va essayer d'avoir un tome 1 ou 2 Ils sont à là-haut, dispo. ils sont juste au-dessus de toi. Tu veux que je Ah l'attrape J'ai le bras long. Parce que c'est bien, oui, c'est bien le tome 1. Voilà, on va peut-être pouvoir Oui, vous bah, montrer voilà. quelques Ouais, illustrations voilà, c'est ça, éventuellement qui ça- viennent d'ici. Pour les nouveaux, ça spoilera pas trop non plus, quoi. Oui. Sur le tome 1, c'est un peu la mise en place, donc... Mais en vrai, la mise en place, elle dure un petit moment finalement, puisque c'est à partir du moment où on a la fameuse révélation qui chamboule l'univers que tout prend son sens, Ouais. finalement. Donc les c'est un peu choses plus prennent tard. sens, ouais. Mais... Attends, qui c'est ? Il y a quelqu'un, Glénat, c'est pas dans l'équipe édito, c'est pas quelqu'un de l'équipe édito, si c'est qui pas m'a elle. dit avoir commencé et s'être arrêté au tome 3 ou 4
Et je dis ah c'est dommage parce que si t'avais continué encore un peu. Un tout petit peu, ouais. C'est toujours comme ça. Après, c'est intéressant de suivre les débuts aussi et de relire après, du coup. Le foreshadowing. Oui, c'est ça. De chercher les détails et t'es en mode... Exactement, ouais. Ça, c'est réel. C'est bien fait, réel. c'est bien fait. Il y a plusieurs révélations aussi. Souvent, on se dit, ah, on arrive par exemple, je crois, au tome 4, 5, on se dit, ah, là, il y a toute la révélation, on pense savoir tout. Et au final, le tome d'après, on te redonne d'autres révélations, et c'est ça qui est fort dans ce manga. Et surtout le tome 10. Alors là, il y a tout. Il y a tout. Ah bah, le tome 10, tu fais la genèse. Oui, c'est ça. C'est la genèse. Et encore, c'est une genèse qu'on comprend même pas parce qu'elle s'explique pas, mais on la vit et on se dit, exactement. Mais what? Et non, c'est assez incroyable. Alors pour les gens qui ne connaissent absolument pas du tout Shadows House, sachez que donc le point de départ, qui pourrait être intéressant d'ailleurs, ce serait que vous lisiez Kuro même avant, puisque Kuro a été fait avant Shadows House, et c'est à peine en 3 tomes. C'est une recommandation que je vous fais, puisque je parlais justement de Shadows House tout à l'heure, j'étais à un événement, et la personne avec qui je parlais... C'est pas indispensable par contre, on n'est pas obligé d'avoir lu Kuro pour commencer, enfin pour lire Shadows House, et vice versa d'ailleurs, si vous voulez juste lire Kuro, c'est parfaitement possible aussi, on peut parfaitement juste se faire les 3 tomes, c'est très mignon, et puis on passe à autre chose, et on n'est pas... Bon, après c'est mieux, c'est sûr, si on enchaîne sur Shadows House, mais... En fait, si je propose ça, c'est parce que du coup les 3 tomes sont déjà disponibles, et que s'il y a des gens qui ont un peu peur de se lancer dans une série dont on ne sait pas encore combien de tomes ce sera terminé, déjà Kuro c'est un bon moyen d'entrer dans l'univers des artistes Somato, parce que en fait c'est vraiment les premiers éléments, quand on lit cette histoire en 3 volumes, c'est vraiment les premiers éléments qui vont donner naissance plus tard à Shadows House. On voit vraiment les éléments s'imbriquer, on se dit... Il n'y a pas de spoil, mais quand vous lisez Kuro, vous faites une image mentale de l'univers dans lequel Kuro se passe, et quand vous commencez Shadows House, après, du coup moi j'ai d'abord lu Shadows House, donc ça m'a fait l'effet inverse, mais du coup vous vous dites, ok, d'accord, ils étaient déjà en train de penser à tout ça, peut-être en train de se dire, ah, dis donc, on a créé des trucs vachement intéressants, et si on allait plus loin. On sent que Kuro c'est un peu l'entraînement entre guillemets avant Shadows House, mais je crois qu'ils sont sortis... Ils ont inversé la sortie, non? Non, Kuro est sorti après Shadows House. En France. En France. Ah voilà, c'est ça, oui. En France. Oui, en France, ça m'avait perturbé, mais en fait, Kuro c'était le premier truc que l'auteur avait fait. Et après, ils avaient fait avant, exactement. Et du coup, en fait, quand on commence l'univers de Shadows House, on comprend pas trop parce qu'il n'y a pas d'explication, donc juste on lit et on avance avec Emilico, qui est la jeune fille ici présente. On nous explique tout de suite que c'est une poupée vivante et qu'elle est là pour servir Kate Shadows, qui est ici, donc est une ombre composée principalement de suie, et en fait elle est à son service et on va suivre ce petit quotidien. Ça commence par une espèce de vibe slice of life étrange, du coup dans ce manoir très mystérieux où d'autres poupées vivantes accompagnent leur maître composé de suie, et en fait on apprend donc, dès ce premier tome que les poupées vivantes sont là pour représenter, pour être le visage des membres de la famille Shadows, et écoutez, ça reste très perturbant, même quand je le dis comme ça a un sens un peu étrange, sachant que les ombres vivent un peu de leur côté et les poupées vivantes aussi un peu du leur. C'est vraiment littéralement, voilà, les esclaves s'occupent de faire le nettoyage, s'occupent d'énormément de tâches au sein du manoir, et les ombres ont d'autres tâches également à remplir de leur côté. On apprend un peu plus tard qu'il y a une hiérarchie, mais là, je ne m'aventurerai pas plus loin. Parce que déjà le fait que je vous dise qu'il y a une hiérarchie, on aurait pu s'en douter, hein. C'est un manoir, c'est une maison, et ils sont jeunes, et ça avance assez vite en fait, il y a vraiment des étapes clés dans la narration, et c'est un des points je trouve vraiment fabuleux avec cette histoire, c'est que ils sont très forts pour nous maintenir en haleine et pour avoir ce rythme qui permet finalement de nous maintenir sur peu d'informations. Tout à fait. Et de nous révéler quelque chose d'un coup, et hop, on repart un peu dans ce petit fil, et hop, une nouvelle révélation, et il y a parfois des chamboulements, on se dit, oh, ça va tout retourner, ah, pas forcément, mais c'est vraiment très prenant. N'allez pas vous imaginer qu'on est sur une histoire mignonne uniquement parce que le chara-design est plutôt doux, au contraire, c'est pour créer un paradoxe, je pense, encore plus fort, sur la cruauté et la violence qu'il peut y avoir au sein de cette histoire. Parce que des fois, il y a des choses, on se dit, ah, c'est un CNN en plus. Il me semble que de base c'était. Je me souviens pas du tout du magazine où c'était prépublié, mais il n'y a pas de raison. C'est publié dans le Weekly Shonen Jump, je crois. Donc c'est CNN. Hein, okay. Dans le Weekly Shonen Jump?
Non, c'est pas shonen. C'est shonen, bah du coup, mais... C'est le giga... non. Parce qu'après, des fois... SQ dans le SQ peut-être. Attendez, on va regarder vite fait. Dites-le dans le chat. Il y a Evalex qui dit j'adore le développement de Barbara. Mais écoute, on partage, pleinement. Ça m'a fait changer d'avis sur un perso. C'est ça qui est fou. Non, c'est vrai que le déposement de mystère, j'appelle ça dans les mangas, il est super puissant dans cette histoire. Et surtout, ça démarre pas lentement. Qui c'est qui a dit ça? J'ai vu dans le chat. C'est pas vrai. C'est le Young Jump. Le Young Jump. Le Young Jump. Et donc, effectivement, le Young Jump, c'est un magazine seinen qui est effectivement hebdomadaire. Ok. Mais bon, voilà. C'est en même temps, vu la teneur, franchement, ils auraient mis ça dans le Weekly Shonen Jump. Non, faut pas se laisser avoir par le design, les petites poupées jolies et mignonnes. Non. Il y a rien de joli et mignon dans l'histoire. Non, pas du tout. Et du coup, j'aimerais bien vous demander à tous les deux, qu'est-ce qui vous plaît le plus, qui est pour vous le point fort de Shadows House? Vas-y, je t'en prie. Moi, c'est ce que j'ai dit un peu au début, c'est les mystères. J'aime bien être dans un endroit clos, parce que c'est un peu un huis clos. Et moi, j'aime trop ça. C'est vrai que c'est un huis clos en quelque sorte. Ouais, j'aime beaucoup au cinéma, etc. Et ça prend un peu les codes de ça, où on est dans un huis clos, on nous pose quelques petits mystères, et petit à petit, on découvre... au début, on est enfermé dans une chambre, donc on ne sait pas ce qu'il y a en dehors de la chambre. Après, on nous donne des mystères, etc. On peut sortir de la chambre, on découvre de nouveaux trucs en dehors de la chambre. Et petit à petit, ce cheminement un peu d'ouverture de lieux, entre guillemets, c'est ça que j'aime beaucoup. Et, ça fait comme un arbre, tu vois. Ouais, c'est ça. Et à chaque fois, on se dit, mais qu'est-ce qu'il y a plus loin, qu'est-ce qu'il y a plus loin? Et à chaque fois, il y a des nouvelles révélations sur ce qu'il y a plus loin, plus loin. Et après, il y a le château, l'extérieur, j'en dirais pas plus, mais voilà. Et à chaque fois, ce côté mystérieux, en fait, c'est ce que j'aime le plus dans les... Bah, déjà dans le cinéma, moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans le cinéma. Et là, je le retrouve beaucoup dans Shadows House, du coup, c'est pour ça. C'est le premier truc qui m'a fait kiffer au premier tome direct. Pour toi, ce serait vraiment le mystère et le fait finalement de te maintenir en apnée à ce niveau-là, quoi. Ouais. Au niveau de l'écriture, même à chaque fin de tome, il y a toujours un détail qui te pousse à vouloir passer au suivant. Même des fois, ça peut être des thèmes différents. Ça peut être de l'action, de l'amour ou du mystère. À chaque fois, à fin de tome, il y a un truc différent comme ça et c'est ça qui est fort aussi là-dedans. Là, on pense un peu au tome 12 aussi. Ouais, voilà. Oui, sur ça, j'ai rajouté l'amour. On est trop tentés. Il y a un jeu de mots, un huis clos. Waouh, il y en a un, il est fort. Il fallait le révéler. Funky Ben, bravo. Je suis trop fière, c'est un gars de ma commu, là, je suis fière. J'ai les meilleurs sur les jeux de mots et les blagues au second degré, là. Je me suis arrêtée au tome 6, mais il va falloir que je reprenne, je crois. Alors là... Attends, en plus, le tome 6... Il n'y a pas encore eu le très gros reveal, c'est le tome 9, je crois que il y a le bouleversement et qu'après on fait OK. Va jusqu'au moins le tome 9, comme ça on sait qu'après tu pourras plus lâcher. Après c'est foutu. Le tome 9 c'est le mind blow, vraiment on est sur le mind blow. Et de ton côté du coup Audrey, pour toi le point fort de la série? Bon, sincèrement, je pense qu'il y en a pas mal. Bien sûr, on peut tous les évoquer si tu veux. Oui, franchement c'est difficile de résumer. Moi, avant toute chose, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les visages justement des personnages et toute l'esthétique, en fait de l'artiste. Où en fait, voilà, non, je suis pas. Voilà, là je vais y arriver. C'est bon. Ou comment dire, moi ça m'a tout de suite fait penser je sais pas si vous connaissez les Big Eyes de Margaret Keane, celle qui peint les petits visages d'enfants avec des grands yeux. Oui. Tim Burton en a fait un film il y a quelques années là. Ouais. Je sais plus le nom. Margaret Keane. Non, le film qu'il a fait, il a le. Je sais plus. Le chat c'est peut-être. Allez, premier qui trouve. Mais je trouvais, voilà, moi ces petits visuels comme ça du manoir, des enfants, de leurs petits uniformes, etc. Ah oui, cette double page elle est incroyable. En fait, avec vraiment une prise d'en dessous là comme ça, contre-plongée. C'est ça, il y a un petit côté. Attends, je vais te tenir. On revoit le. Vas-y. Attends, la double page, elle était avant. Elle est trop. Elle est là. Je sais pas si vous voyez bien. Il y a un petit côté Alice au Pays des Merveilles, rencontre Tim Burton, dessiné par Margaret Keane. Et en fait, déjà tout ça, de base, moi, il y avait pas besoin de plus. Enfin, déjà, ça entraîne, je trouve. Et par-dessus ça, je te rejoins sur les intrigues et tous les petits mystères. En fait, on a le personnage d'Emily Co qui est ultra mignonne et qui, curieusement, justement, fait un excellent équilibre entre l'ambiance du manoir qui est lourde, pesante,
sombre, voire malsaine. Il y a des événements dramatiques qui se succèdent. Et elle a un mélange d'un côté d'une espèce de fraîcheur et de naïveté, où elle est tout le temps enjouée, tout le temps dans la bonne humeur, dans la positivité, elle est loyale à sa maîtresse, gentille avec tout le monde. Et en même temps, elle est pas aussi... Des fois, elle a l'air pas très dégourdie, hein, on va pas se mentir. Mais elle est ultra vaillante. Mais en fait, c'est grâce à elle que les choses avancent. Oui. Les choses avancent beaucoup grâce à elle et grâce justement à cette personnalité qu'elle a de ne pas se laisser abattre et de toujours aller chercher un peu la clé des mystères, de toujours aller de l'avant. Et en fait, elle fait un excellent binôme avec Kate et la façon dont elle mène l'enquête, dont elle se complète et dont elles font avancer en fait les révélations. Moi, j'adore les suivre. Ça fait partie des points essentiels pour me faire suivre un manga. C'est vraiment les personnages principaux, moi il faut qu'ils me touchent, parce que s'ils sont creux, sans saveur, et qu'ils n'ont pas de personnalité en fait, et que c'est juste un esthétique, ce qui malheureusement arrive, hein, je ne citerai aucun manga, et il y aura peut-être même des mangas où moi je vais trouver que c'est le cas, et d'autres personnes non, mais en tout cas en ce qui me concerne, c'est un élément très important d'avoir un attachement aux personnages principaux, même d'ailleurs à tous les personnages tout court, et là c'est le cas, que ce soit Kate et Emilico, Patrick et Eric, comme on disait tout à l'heure, franchement c'est ma deuxième paire préférée, ils sont tellement chouki. Et je trouve que c'est un des points forts du manga, c'est d'arriver, c'est quand même un seinen avec des personnages enfants. Oui. Donc on se dirait, suivre des enfants, oui merci c'est babysitter quoi. Non, justement pas. Et je trouve que c'est tout l'intérêt, c'est cet équilibre entre un sujet sombre, un huis clos d'enquête hyper dark, mené par des enfants. Et ça marche très très bien en fait, c'est bien équilibré, bien dosé. Et je trouve que c'est un gros point fort, parce que je pense pas qu'il y en ait beaucoup des mangas comme ça, où on a à la fois des thèmes aussi sombres, et des enquêtes menées par des enfants qui ne sont pas que des victimes. Alors, il y a eu des gens qui avaient parlé d'une autre licence qui existe chez un autre éditeur, où c'est des enfants un peu en huis clos, dans un orphelinat. Voilà. Il y a des gens qui avaient déjà fait des rapprochements entre... Voilà. Et puis il y a des monstres. Voilà. Donc il y a des gens qui avaient déjà fait des rapprochements, mais c'est vrai que ça raconte pas du tout la même chose. Absolument pas du tout la même chose, parce que c'est pas les mêmes univers. C'est ça. Mais le seul rapprochement possible entre ces deux œuvres, c'est effectivement que les protagonistes sont jeunes et qu'ils affrontent des choses complètement hors normes, extrêmement violentes, extrêmement tragiques. Mais il n'y a pas Emilico dedans. Il n'y a pas ce... Regardez comment on ne craque pas. Attends, regardez cette image-là. Elle est triste parce qu'elle n'arrive pas à enlever la suie sur le plafond. Oh là là, c'était vraiment... Les pires problèmes, hein, c'était tome 1. C'était ça le pire problème. Oh là là, oui. La suie, on peut pas l'enlever. Oh là là, vite, allons voir le protocole. Oh là là, c'est tellement plus compliqué après. Rien. En fait, rien après ce qui arrive. En plus, ce qui est intéressant, c'est qu'en revoyant le tome 1, je me rends compte qu'effectivement, comme le disait Mathie, sur ce premier volume, on ne sort quasiment pas de la chambre et de l'enceinte réservée aux poupées vivantes. C'est-à-dire qu'on ne voit... quasiment pas du tout, presque pas finalement les autres ombres non plus, et donc c'est vrai que ça donne cette sensation vraiment de petite, voilà, c'est très oppressant. En fait, en plus au fur et à mesure du premier volume, je trouve que c'est assez intéressant. En fait, l'image s'assombrit vachement. Bon, c'est parce qu'effectivement il y a de plus en plus de suie. Du coup ça donne un côté oppressant, mais je pense qu'en plus il est un peu inconscient, car c'est l'image également qui s'assombrit énormément. Comme, où est-ce que j'ai vu à l'instant, ça c'est quand ils font le grand ménage, on vous a montré la grande pièce du manoir, mais il y a voilà, des espèces de pièces comme ça qui sont faites pour recueillir la suie. Donc là on rentre dans des cases qui vont être beaucoup plus sombres, et on est sur la fin du premier tome. Donc il y a aussi finalement dans ce rythme dont je parlais au début, quelque chose d'assez doux qui se fait naturellement. On n'a pas l'impression que c'est fait de force, ou que ah mince on a oublié d'inclure tel élément. Non, en fait tout se fait extrêmement naturellement, et on a voilà, des pages comme ça. Là je suis encore plus à la fin du tome, je vais encore un peu plus loin à la fin, et ça se remplit, voilà, ça se remplit de suie. Et je trouve que c'est extrêmement fort de la part des artistes, des créateurs. Ils sont trop forts. Surtout qu'à ce moment-là, on ne sait pas encore... Et en fait, il y a le paradoxe. On a Kate qui... c'est tellement fort. Kate qui est en train de sombrer dans sa suie, on va dire, en quelque sorte. Elle s'enfonce dans des ténèbres. Et tout à coup, qu'est-ce qui se passe ?
il y a Emeliko qui arrive et qui ouvre les rideaux. Et là, la lumière se fait. Et je trouve que cette image, elle est extrêmement marquante. C'est très symbolique du personnage. Oui, et c'est même presque très symbolique de ce qui se passe dans l'histoire de manière globale. Ça donne le ton. Ça donne totalement le ton de ce qui va se passer. Et je trouve que c'est extrêmement fort. Vraiment, voilà. Et puis la petite Emeliko avec son petit sourire. Qui, écoutez, elle en bave quand même, mais en Trestom, elle a toujours le même sourire. Elle a une bonne évolution aussi. Ouais. Le côté intelligent, inspectrice un peu, qui évolue super bien, et c'est ça aussi qui pousse à encore plus s'attacher au personnage, parce que moi j'ai du mal, au bout d'un moment, si le personnage n'évolue pas, et ben ça me bloque sur la si elle suite était du truc. restée petite poupée stupide, bien gentille mais un peu bébête, c'est ça. Et c'est ce que je disais, elle n'est pas que ça justement, et on le découvre au fur et à mesure, et c'est ça aussi effectivement qui permet de bien continuer à accrocher, à suivre l'histoire. Outre toutes les autres qualités nombreuses qu'on a déjà citées. Exactement. Alors, il y a aussi donc un aspect un peu particulier qu'on ne retrouve pas forcément trop dans d'autres mangas, c'est que on a des paires de protagonistes, et en fait, les personnages sont là pour incarner les émotions des ombres. Donc en fait, il faut faire passer des émotions à travers d'autres personnes, et avec l'évolution de l'histoire, évidemment, après par la suite, réussir à faire passer des émotions uniquement à travers les ombres. Et je peux vous dire que c'est extrêmement réussi. Et c'est assez phénoménal de se dire qu'ils ont réussi à relever ce défi. Vous, c'est des choses que vous aviez également constatées à la lecture ? Cette difficulté, c'est un vrai challenge, je trouve. Oui, c'est vrai, de passer des émotions à travers un visage tout sombre, en fait, juste une case noire limite. C'est ça. C'est vrai que c'est fort. Et c'est vrai que j'avais pas fait gaffe, en vrai, t'es en train de le dire, mais c'est vrai que je me suis attaché à beaucoup de personnages qui littéralement n'ont pas de visage en fait, et on comprend facilement à travers les dialogues et leurs mouvements et leur personnalité ce qu'ils peuvent ressentir, etc. Donc oui, c'est vrai que c'est une bonne performance. C'était tellement naturel en fait, c'est le fait de le dire de voir leurs émotions alors qu'en fait il n'y en a pas. C'est exactement ça. Et c'est tellement passé naturellement que j'avais même pas fait gaffe du coup. C'est vrai qu'ils n'ont pas de visage et on ressent tout ce qu'ils essaient de faire passer. C'est vrai que c'est un bon défi relevé pour le manga en vrai. Mais clairement. Et en plus, c'est vraiment très particulier parce qu'on a des personnages qui vont, comment dire, tellement évoluer aussi. C'est-à-dire qu'en fait, les ombres, pour le coup, pour moi, c'est vraiment le plus gros challenge. On a des ombres qui ont des comportements un peu stéréotypés par rapport à certaines choses au début. Petit à petit, ils développent leur propre personnalité, on va dire doucement. Je pense qu'il y a aussi un très très bon travail à féliciter de la part de la personne qui s'occupe de la traduction et de l'adaptation. Parce qu'en fait, je pense que là, toutes les nuances dans les dialogues sont hyper importantes justement pour la personnalité des protagonistes ombres, car en fait, comme on n'a pas les yeux, on n'a pas les expressions, sans ces nuances qu'on peut retrouver des fois dans le ton de la personne qui s'exprime, je pense qu'on perdrait tout, donc je pense que ça joue beaucoup. Perdu dans les dialogues, effectivement. Justement, à l'édito, c'est quelque chose dont pour n'importe quel manga, mais pour celui-ci en particulier, on y prend soin en fait, de faire bien attention à ce que les tons de chaque personnage soient bien respectés, notamment les ombres qui ont une façon, je sais pas si c'est un spoil donc je ne vais pas le dire, mais qui ont une façon un peu particulière de s'exprimer et de parler d'eux-mêmes en fait. Dans ma tête, ça faisait très japonais. Oui, ça fait très japonais. Mais oui, c'est vrai, c'est un peu particulier ça. C'est très codifié en plus au départ, et justement, c'est tout l'intérêt, et c'est là qu'on recoupe par rapport aux émotions. C'est-à-dire qu'au départ, on a presque un peu de mal à décorréler chaque paire, chaque shadow de sa poupée vivante en fait. Et ils ne font un peu qu'un, puisque justement, la poupée vivante est là pour véhiculer les émotions du shadow, et finalement, le shadow est plutôt en retrait, et où en tout cas nous lecteurs on ne le connaît pas encore, donc c'est vrai qu'on s'y attache peut-être un petit peu moins, mais au début et justement c'est là tout encore une fois une des forces du titre, c'est qu'on va vite s'attacher à l'un ou l'autre. En fait on va très vite faire la part des choses entre la poupée vivante et son shadow. Et bien que la poupée vivante soit là pour représenter le shadow, en fait justement, c'est ce que tu disais tout à l'heure, même une case noire en fait, à un moment quand on va commencer à connaître le personnage, par la position, la façon dont il est dessiné, l'orientation, le moment, en fait on va réussir à savoir qu'est-ce qu'il pense vraiment. Et on va commencer du coup à comprendre un petit peu les messages cachés et tous les non-dits
où justement au début on se réfère uniquement au visage de la poupée vivante qui doit véhiculer ce que le shadow essaye de dire. Mais c'est plus complexe que ça, et justement quand on commence à connaître les shadows, on comprend les sous-entendus, on comprend les non-dits, on comprend aussi au fur et à mesure où on connaît les amitiés, les alliances, mais aussi les ennemis, etc. D'un seul coup, ça instaure une double lecture qui est très intéressante et bien amenée. C'est quand même pas facile parce que bon, bah, elle a pas de visage, Kate. C'est vrai. Et pourtant, aujourd'hui, quand on a lu les 13 tomes, on sait très bien qui est Kate et on sait très bien qui est Emilico, et ce n'est pas la même personne. Et Emilico a beau au début représenter le visage de Kate, en vrai, quand on avance, non, c'est pas si simple. C'est pas si premier degré. Non, puis en plus avec les révélations, ça prend une dimension totalement différente. Ouais, c'est ça. C'est assez impressionnant. Alors il y a des gens qui sur le chat ont répondu à des questions qu'on avait posées tout à l'heure par rapport à Tim Burton. On nous a suggéré Les Noces funèbres et L'étrange Noël de Monsieur Jack. Est-ce que c'était parmi les deux? C'était pour les grands yeux? Non, c'est pas dans ce film-là. Plus dans les décors, moi je pensais. Ça me faisait plus penser au niveau des décors, le côté Tim Burton. Ah, le côté gothique, ouais. Oui, côté en fait, un c'est peu le côté romantico-gothique, ouais, victorien, tout ça. Ouais, voilà, Big Eyes. Bah, c'est ça. C'est c'est le nom du film? Oui. Ah, tout simplement. D'accord. En tout cas, merci Joy Polo d'avoir répondu, d'avoir cherché, d'avoir fait des suggestions. C'est vrai, Big Eyes. Mais c'est vrai que l'esthétique, au niveau du choix qui a été fait par les artistes, sur donc effectivement tout l'aspect vestimentaire, les décorations de la maison, du manoir, donc à ce côté extrêmement victorien et gothique, c'est une particularité qui colle alors, je pense que ça colle aussi bien à leur thème que finalement à leur univers. J'ai l'impression que c'est quelque chose qu'ils aiment beaucoup parce que dans Kuro, il y avait aussi quelques aspects un peu... Ce petit côté historique, oui, voilà, petite campagne victorienne, ils aiment bien, aiment bien cette ambiance-là, ils aiment bien ces univers. Moi, quand je pense Shadow's House, en tant que littéraire, j'ai une liste d'auteurs et d'autrices qui me vient tout de suite. Au niveau des ambiances, on a un côté très Edgar Allan Poe. Ben si, ouais, on a tout à fait ça, les ambiances pesantes, la folie, les thèmes comme ça, c'est tout à fait ça. On a un petit côté Sherlock Holmes avec les enquêtes. Avec les enquêtes, on a un petit côté Conan Doyle. Après, on a un petit côté aussi, avec ces ambiances oppressantes et sombres, ces intrigues amoureuses, d'amitié, d'ennemis, ce genre de choses. Ça fait très Sœur Brontë aussi. On a un petit côté Jane Eyre avec certains personnages qui restent cachés. Certaines révélations, un petit côté Léo de Hurlevent. Moi je trouve qu'on est très dans ces ambiances-là, très, très auteur anglais, dark quoi. Parce que le côté victorien a quelque chose de très anglais aussi finalement. C'est l'Angleterre victorienne quoi. C'est l'Angleterre victorienne, donc peut-être qu'il y a une fascination pour cette période historique. Moi je le ressens en tout cas. Ils ont juste remplacé le thé, le thé par le café, mais sinon, à part ça, ça fait très anglais. Oui, vous comprendrez que le café a une importance toute particulière dans cette histoire. Il n'y a pas que dans... Mon Dieu, j'ai perdu le nom de ce manga, qui est chez Glénat, donc tout va bien. Café. Tokyo Ghoul. Voilà, il n'y a pas que dans Tokyo Ghoul que le café est important. Voilà, j'allais me dire manga avec le café. En fait, quand moi j'ai vu l'histoire du café dans Shadow's House, c'est bête, mais j'ai fait... Tokyo Ghoul. Oui, c'est vrai, Tokyo Il se passe un truc avec le café, c'est incroyable. Voilà. Peut-être les Japonais ils ont un truc avec le café, nous on n'est pas au courant, et du coup ils cassent ça dans leur manga. Mais c'est vous du café japonais. On va peut-être faire des petits goodies de style un peu victorien avec des petites tasses et on dit oui, c'est le café de Emilico. C'est vrai. Ou le café des porte-étoiles. Tout à fait. Voilà, je ne sais pas, peut-être faire un petit truc comme ça. Je crois que j'ai dit porte-étoile et vous ne savez pas de quoi je parle. Vous ne serez pas spoilé parce que vous allez oublier. C'est un terme trop particulier. C'est rien passé. Bien qu'en vrai, c'est un terme qui n'a pas de sens si vous n'êtes pas allé plus loin dans l'histoire. Ça met combien de temps la première épreuve, elle commence à quel tome? Je crois que c'est tome 3. Moi j'allais dire 4 même. 3-4. 3-4. Attends, je regarde le 4 du coup. Vas-y. Pour voir il se passe quoi dedans. Je crois que t'as raison. Parce
que là... Ouais, ils sont dans les cages et tout, ouais. Ok, donc effectivement... C'est le balance, ils sont dans les cages, je suis non. C'est un manga tout à fait normal, vous en faites pas. Hein. Il y a des enfants dans des cages, mais c'est normal. Faut avoir le contexte. Mais tout va bien, tout va bien. À ne pas reproduire chez vous. Ça commence au 3. Effectivement, Ok. ça commence au 3 et ça se termine dans le 4. Donc en fait, mine de rien, Ça va vite, vite, hein. très vite. Ça va vite, Ouais, ouais. hein. ça va assez vite. Je comprends pas les gens qui ont lâché à partir, ou qu'il y avait quelqu'un dans les commentaires qui avait lâché à partir du 6, mais comment ça Et comment as-tu réussi? Mais oui C'est vrai. Pourtant, c'est tellement difficile, il se je passe trouve. déjà pas mal de choses où on est quand même bien accroché normalement. Ouais, et ça laisse assez de mystère pour continuer en fait, pour savoir C'est ce ça, qui se passe c'est vraiment. ça. Il y a Clay qui dit Ouais. dans la vie aussi, c'est un problème le café au boulot. Le jour où il n'y a plus de café, le CA et la G ont intérêt à trouver une solution rapide avant la révolution. Comme quoi, même dans les histoires. Alors, le problème du café dans Shadows House, c'est pas tout à fait le même de. Alors, c'est vrai que s'il n'y en a pas, c'est un problème aussi. Mais pour qui? C'est vrai. la Telle est question. la question. C'est le problème pour qui? Alors, je crois que dès le tout début, dès le tome 1, on pose un personnage qu'on ne rencontre pas, dans le premier volume en tout cas, c'est l'illustre aïeul. Ah oui. On nous en parle tout de suite, on nous dit bah oui, parce que c'est l'illustre aïeul, qui est donc le chef du manoir des Shadows. Mais ce sont juste des mots. On n'a pas vraiment d'image, on se dit juste, bon, un illustre aïeul, et qui doit donc être un Il n'y a même pas de Shadows. nom, en plus. Voilà, à car ce c'est jour. l'illustre Ouais, c'est vrai. aïeul. C'est l'illustre aïeul. C'est vrai. Et donc ça, c'est un des protagonistes qu'on rencontre sans l'avoir vu finalement. Mais qui est au cœur de tout, ils en parlent tout le temps. Ouais. C'est... On fait tout pour c'est le- l'illustre C'est aïeul. ça, c'est ça. Bah, c'est le perso le plus important, mais qu'on voit jamais. Et Mm. on Bah, ça attend de fait voir. vraiment On le attend de voir. Big Ouais. boss de fin de niveau. C'est ça. C'est... Exactement C'est ça. ça. Tu sens que c'est Ganondorf, tu vois. Enfin, Oui. ça te donne cette image. Ouais, On sait pas exactement. ce que ça va donner réellement Mm. à la fin, mais c'est vrai que le mystère qui s'épaissit finalement autour de C'est ce ça. personnage Ouais. au fur et à mesure des tomes, parce que on rencontre plein d'autres personnes. Et puis l'illustraïol, tu dis mais à quel moment on l'atteint? C'est ça. Et à chaque fois, on rencontre un personnage de plus en plus important, et à chaque Ouais. fois, lui, il est en mode ah, je le connais pas vraiment et tout, donc on se dit mais C'est jusqu'où ça. il faut monter pour le Ouais. voir, et du coup, ça donne envie de Qui continuer. le connaît? Qui est cet homme Existe-t-il? C'est vrai. Mais ça. moi j'en suis à me poser la question. Ouais. La Honnêtement, question se pose. si on est en train de faire Ouais. des théories, moi je me dis, mais ça se trouve, c'est comme. Vous avez Ça connu serait un Inspecteur bon film. Gadget? Ouais. Oui, bah oui. Il y avait la blague du. Mad. Voilà, il y avait Où la on voyait blague, que son c'était bras. juste. Ouais. C'était juste. Ouais. Donc je me demande si l'illustre aïeul, c'est pas juste un chapeau, tu vois, peut-être. Et là on C'est découvre. vrai. Oh, c'était personne. Depuis le début. Depuis le début, c'était un chat. Donc c'est pour ça, voilà. Moi, c'est un personnage, je me dis, mais à quel volume, à quel moment on va vraiment commencer à découvrir l'illustré aïeul parce Ouais, que... bah, je Ouais. pense qu'on a encore pour un moment parce que ça c'est, je pense que c'est la dernière couche de l'histoire quoi. Quand on en sera arrivé là. Après je peux me tromper mais je pense qu'on aura atteint un niveau de révélation où il y aura plus de retour en arrière quoi. Bah, c'est ce que je me dis aussi, puisque Ouais. bon, bah, voilà, on sait que nos héros, si on en a plusieurs, veulent tout changer. Et oui. Voilà, ils veulent tout changer. Ils ont bien raison. Des fois, faut s'inspirer de la Révolution française. Genre, c'est nous qui avons tout fait. C'est nous qui inspirons le monde. Bon, peut-être pas. Mais en tout cas, voilà, effectivement, ils veulent changer les choses. Et on est tellement à fond derrière ces petits loulous. Ah, je vous jure, moi, j'ai limite les pompons de Pom Pom Girl derrière. Je suis là en mode, oui, Allez-y. oui, c'est un super plan. Allez-y, allez-y. C'est comme ça. Ouais, on a envie de les soutenir, on a envie d'aller avec eux. Et en fait, dans leur quête, ce serait trop facile sinon, il y a des obstacles. Ah oui. Il y a des personnages, donc ceux qui sont entre l'aïeul et les héros là. Pour Ah, pas le vous côté en dire mystérieux aussi, comme le personnage à capuche, j'en dis pas plus, mais il y a un Ouais. personnage à capuche, pendant un moment, qu'on- il les ouais. aide vite fait, mais on sait pas qui Mais on sait c'est. pas au début s'ils Ouais. les aident ou s'ils les aident pas. Et Ça les fait aide- peur, les d'ailleurs. aide-t-il ou ne... Exactement, Au ouais. début, ça fait vachement peur d'ailleurs, Bah oui. ce personnage. Je me rappelle, c'est sur les premiers tomes, vous verrez. Oh là là, quelle angoisse, parce qu'au début, je me dis, est-ce que c'est un méchant? Et Ouais. vraiment, j'étais en mode stress et tout. Je me disais, oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Mais c'est vrai que on le revoit plus trop. Non, on en parle beaucoup, mais on le voit qu'une ou deux fois, je crois. Après, on Ouais. le revoit pas pendant beaucoup de tomes, et après, il y a une révélation derrière. Ah oui. Mhm. C'est ça, parce que du C'est coup. ça. Mais de toute façon, il y a des personnages qui arrivent dans l'histoire. Alors, le truc, c'est que, au vu de ce qu'on a comme élément dans cette narration,
au vu du but à atteindre pour nos protagonistes, on va dire que est-ce qu'il y a vraiment des méchants? C'est un peu délicat, c'est toujours pareil, c'est chacun y voit son intérêt. Les gens agissent pour leur intérêt, donc c'est pas dans le but de faire du mal aux gens, c'est dans le but de survivre. Bah, c'est tout l'intérêt de ce type de manga qui, comment dire, n'est pas tout noir ou tout blanc non plus, parce que on sent bien que oui, les antagonistes présents, que ce soit dans le groupe des enfants ou ailleurs, risque gros aussi. En réalité, on comprend bien que la fameuse hiérarchie dont tu parlais tout à l'heure, encore une fois sans rien spoiler, a des enjeux et pas des petits enjeux. Tout tourne encore une fois autour de l'illustraïeul dont on ignore encore tout. Oui. Et on comprend bien que les jeux de pouvoir, c'est un peu Game of Thrones quoi. Hein, ah oui. C'est you win or you die. Les tables tournent. Avec les stratégies. Exactement. Mais surtout, moi, quand tu parles de ça, là, c'est le tome, je crois que c'est le 12 ou le 13, où littéralement, il y a un protagoniste qui fait un move en mode « Je suis trop intelligent, j'ai utilisé bidule pour faire tel truc pendant que moi je pars à la ville. Oui. » Et littéralement, le mec, du coup, il est pas là. Et rien ne se passe comme il avait prévu. Rien du tout. Et j'étais en mode, mais le gars là il se fait manipuler de fou. Oui, oh mon dieu, mais littéralement dans la farine. Et l'autre il est là, il est non t'inquiète, bidule, du coup on va l'appeler bidule. T'inquiète bidule, je suis quelqu'un de respectable. T'inquiète, je gère. Ou pas. T'as pas à t'inquiéter, de toute façon tu peux rien dire contre moi. Et tu fais... Le gars, quand il va rentrer de la ville... Oui, ah oui, c'est vrai. Il est pas prêt. Je crois qu'il est pas prêt. Je crois qu'il va fondre. Je sais pas. je sais pas trop comment ça va se passer, mais du coup, je me demandais justement si dans le tome 13, il allait revenir, tu vois. Et à la fin du tome 13, ça allait être un... Salut. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quoi ici? Je me suis trompée de maison. J'ai pris à gauche à l'embranchement. Oui, non, ça c'est... On en rigole, hein. Mais en vrai quand on va arriver dessus, on va avoir peur. Je pense qu'on va flipper un petit peu quand même. Ah mon dieu. Mais du coup, parmi les... Alors je pense qu'on peut donner les noms puisque ça ne parlera à personne s'ils n'ont pas commencé l'histoire. Mais parmi ces espèces d'antagonistes, dirons-nous finalement, lequel vous marque le plus? Genre vraiment vous l'aimez pas ou... c'est Thomas. Je suis désolée, mais... Ça c'est Thomas. Mais il est vicieux le dude. Enfin, le barbu là. Enfin ma moustachu barbu là. Ouais. C'est le barbu? Ah oui. C'est D'Artagnan. D'Artagnan, c'est ça. Ouais, il est mauvais lui. Ah, je suis d'accord. Mais jusqu'à l'os. Enfin, il y a un problème. Voilà, il est là. Je gère la situation. Il est... j'avoue que moi, c'est plutôt... justement, j'ai plus son nom sous la main. Celui qui est parti à la ville. Vraiment, j'ai du mal à l'apprécier parce que je l'ai vu faire tellement de crasse. Oui. Et celui de la musique. C'est Edouard, je crois que tu as raison. C'est ça, c'est la musique. Oui, celui qui gère la musique. Oui, c'est lui. Ouais. Bah, c'est vrai que lui, moi, je le trouve plus trop méchant. En fait, j'ai l'impression que je me suis un peu attaché à lui. Tu vois. Ah ouais? C'est bizarre. Mais c'est un sous-fifre, le gars. Oui, voilà, c'est ça. Mais ouais, mais... Juste, il subit, c'est même pas qu'il subit. D'ailleurs, il est pas prêt. Oui, voilà, il va bien subir. Je pense qu'il va se passer quelque chose à son retour. Non, mais oui. Ça va pas être joyeux du tout pour lui. Mais ouais, ce personnage, en fait, le truc, c'est que c'est un des premiers qu'on rencontre. C'est un des premiers qu'on rencontre, puisque du coup, c'est lui qui s'occupe de l'examen. Au tome 3-4, hein, vous verrez, ça j'en dis pas beaucoup plus, mais du coup c'est un des premiers qu'on rencontre et au premier abord on se dit ok, comment, ok, il a l'air d'être plutôt fourbe effectivement, ce qui s'avère pas faux dans l'idée. Oui, fourbe c'est gentil comme mais le truc c'est qu'au fur et à mesure il va nous montrer en tout cas vraiment son visage avec beaucoup de sincérité et vraiment le gars est sale. Le gars est... Et c'est pas parce qu'il y a de la suite, tu vois. Hein, c'est vraiment le gars est sale. Et il a aucun scrupule. Il n'a absolument aucun scrupule. Et son but, c'est d'avancer, de gagner... Perso, ouais. C'est chacun pour soi. Alors c'est un chacun pour soi, mais avec ses sous-fifres à lui. Déjà que le base, lui, c'est un sous-fifre. Mais il a son duo de sous-fifres derrière, là. En fait, au début, moi, je le voyais vraiment comme un vrai méchant haut placé. Et en fait, plus ça avance, et plus on se rend compte qu'en fait, c'est lui-même un sous-fifre, tu vois. Et c'est ça qui m'a fait, du coup, l'apprécier un peu plus, tu vois. C'est pour ça que moi, j'aime pas Thomas. C'est pour ça que, c'est pour ça que moi, j'ai détesté Sauf que Thomas. Edouard, effectivement, quand tu le découvres au début, mais c'est très...
c'est facile ce qu'il fait en fait, les crasses qu'il enchaîne, etc. Enfin, c'est vrai, pour le coup, c'est vraiment un personnage qui est très... Un antagoniste un peu trop lisse peut-être à ce niveau-là pour toi. Voilà, qui est très... qui a pas beaucoup de facettes, quoi. On en a vite fait le tour. Il est pas si complexe. Non, je trouve pas. Alors que quelqu'un comme Thomas... c'est plus vicieux, enfin, entre le gain perso, les manipulations, mais en même temps les enjeux, parce que justement d'être plus haut placé, on comprend très vite qu'on joue plus gros aussi. Donc ouais non, vraiment le Thomas moi. Désolée. Mousquetaire. Après Thomas, comme il arrive plus tard, j'avoue que comme on sait qu'il est d'un niveau plus élevé, il fait encore plus peur. Parce que tu dis, mais en vrai, ils ont fait quoi pour atteindre le niveau où ils sont aujourd'hui, ceux qui sont encore plus hauts, tu vois. Mais quand tu vois comme il agit, tu te dis qu'il y a quelques têtes qui sont tombées pour son... grade. Ouais. En plus, dès qu'on le voit arriver, il fait vraiment des coups dans le dos dès le début. Tout de suite, il n'a pas le temps, il arrive et ta. Ah ok, d'accord. C'est moi, c'est pour sécuriser ma position. Toi tu vis, toi tu crèves. Toi aussi, ce serait Thomas du coup, Mathie ou... Maintenant, ouais. Ah, maintenant, ouais. Avant, j'aurais été Edouard plutôt aussi de ton côté. Maintenant, avec les derniers tomes, c'est plus du côté du mousquetaire. C'est vraiment surtout, j'avoue, dans les 2 derniers là, lui il m'a fait flipper de fou. J'étais pas très bien, mais je sais pas. Edouard il reste, mais bon. Ah bah il laisse un sale goût en bouche, on va pas se dire le contraire. Hein, mais voilà. Comme un sale café mal, tu sais. C'est ça, exactement. Qui a mal tourné là, un café un peu crade. Juste, on a une petite activité qui est prévue, qui s'appelle l'activité du jeu d'ombre. Alors comme je ne sais pas trop combien de temps elle va prendre, je me permets d'interrompre la discussion pour la positionner ici au cas où, et on reprendra un peu la discussion après éventuellement. Mais mon cher Kevin, on n'a pas parlé de la... Si, ok, vous devez... on joue tous, hein. Moi je suis pas au courant, mais bon, ça semble évident. On doit reconnaître ce que c'est. Ah mais quand même, ça se voit. C'est un chat. Alors, c'est un drôle de chat quand même. Il y en a 2. Sur la tête d'un autre chat. Il y a pas de chat? Mais c'est quoi? C'est la rêve de quoi? C'est juste... Pardon? Non, ça peut pas être une poule. Ah voilà. Ah oui, c'est ça. Ah, je me suis dit, waouh, le jeu est super dur. Ah ouais, non là... Il y a quelqu'un du chat qui dit c'est Mounette, c'est mon chat. Et j'avoue que mon chat ressemble de fou. Ok, le poil long. Attendez, je vais vous montrer une image de Mounette. Ah, c'est trop mignon. On dirait qu'il a choisi mon chat. Non mais c'est une blague, je te jure. C'est vraiment ton chat. À 2 doigts d'avoir choisi mon chat. Attendez que je vous montre mon chat. On n'a pas eu le temps de rep. Regardez, c'est mon chat. Ah oui, c'est lui. Oh Mimi. On voit pas la caméra. C'était littéralement mon gros matou là, le gros truc poilu. Je tiens à dire que sur cette photo, elle te juge mais d'une force. On est sur un niveau de mépris rarement atteint. T'as fini de prendre des photos, là j'essaye de faire la sieste. Je crois que c'est un peu Thomas. Ne lui faisons pas cette insulte. Excuse-moi Mounette. Alors Mounette parce qu'elle s'appelle Sailor Moon en fait. Ah bah oui. Et du coup je l'appelle Mounette, ma grosse Mounette. Sûr. Ah regardez, c'est l'emoji de mon chat. Ah bah Post voilà. Funky Ben, c'est merveilleux, c'est magnifique. Alors le prochain je dirais que c'est un coq aussi, mais peut-être pas. Peut-être qu'il y aura une autre image à la place. Peut-être qu'il y a un piège du coup. Peut-être qu'il y a un Il a piège. changé au dernier. Ah mon dieu. Ah oui, c'est un lit à baldaquin. Oui. Ah oui, ouais. J'irais bien, ouais. En fait, je suis trop forte. Ah oui. Mais t'es née pour ce jeu. Je j'avoue. pense que Le dis-moi qu'il y en a jeu plein. descend. Dis-moi qu'il y en a plein Ah parce ouais, que je vais en je faire suis ça carrée toute là. la nuit, là. C'est moi. Les cheveux. Ah si c'est pas toi Mathie. Parfait. Ah j'avoue les cheveux. Le chat aussi hein, l'avait. Au taquet, au taquet. Le taquet le chat. Hein. Oh mon dieu. Alors il y a... Théière. Un service à thé. Ah, Ouais, je crois théière, que tu ouais. l'as, ouais, parce qu'il n'y a pas que la théière, il y a tout. Ah oui. Oh, Oh. joli en plus le Yes. service à thé On là. voit, là. Magnifique. Ça me donne envie de prendre une... Ah ça, c'est ça toi, me ça. ressemble. Ça c'est toi ça. C'est la fameuse pose là. On la connaît celle-là. C'est ma photo Trop sur mignon. les réseaux sociaux. On dirait une Caroline Ségara si je ne m'abuse. Oh là, on dirait un Alors éléphant. là c'est un peu plus hard je pense. Oula. Alors c'est sûr c'est un animal genre C'est un poulpe. une vache, un truc comme ça là. Ah je croyais que c'était un éléphant. Ouais. Ah, t'as peut-être un truc avec l'éléphant. Hein. Ouais. Ah ouais. On dirait un éléphant mais, Mais il a on pris dirait un cher, animal quand de la ferme, non. Ouais, il a tout le pris monde cher l'éléphant. même. Et il a été découpé au couteau. Non, mais une non, je sais chèvre. pas. Attends.
Une caropose. Une caropose, c'était pour tout à l'heure. Quelqu'un qui joue au Twister. Ah, j'ai pensé à ça quand elle a dit caropose. Alors attends. C'est un animal ou pas? On a droit à un indice? Non mais c'est une Ah, vache. il me donne pas d'indice quoi. C'est une vache. Ah, c'est un éléphant. Mais t'as été le chercher où putain? Il nous a fait douter. Il est transgénique le truc. Il manque les pattes à l'arrière quand même, Mais hein, ça, je veux pas dire. mais... C'est un demi-éléphant. C'est un demi-éléphant, c'est mais pas quelle horreur qui fait ça. Il fait le poirier. C'est la moitié d'un éléphant. Quelle horreur. Ah, une machine à écrire. Bien. Franchement, je crois qu'on a un talent. Foulés, hein. Ah là c'est plus dur là. Qu'est-ce que c'est? Un cactus? Non, non. C'est pas sexuel quand même, j'espère. Ouh là là. J'ai posé la question parce que Caro, on va la laisser, hein. Non mais c'est une plante alors, fatalement. Qu'est-ce que c'est? Attendez. C'est un insecte. Un épouvantail. C'est l'illustre à l'œil. Alors c'est peut-être l'illustre aïeul effectivement. Bah oui, tu as elle raison. bouge pas la photo. Un tigre? Non, je vois pas. Non, attendez. Moi je dirais que c'est une espèce Ah, de... c'est eux qui l'ont dit. Me regarde pas comme ça. Non mais c'est pas moi, c'est eux qui disent un tigre. Moi je fais que lire. C'est le chat. Ça ressemble pas à un tigre. Qui a des poils comme ça? Non mais c'est un tubercule. Ah bon ouais. C'était un tigre. Mais il y en a qui trichent dans le chat là. Mais c'est vous pas la possible. connaissez? Ouais, non. Ah, il y a des j'avoue, chatteurs ils qui sont trichent. Arky Funky Ben, où est-ce que vous avez vu un tigre? Vous savez, c'est les dessins chez le psy là. C'est comment vous faites? C'est les tâches. Ah ouais. Et comment vous avez vu un tigre là-dessus? J'avoue. Encore, il y en a d'autres. Un morse, un phoque, un comment on phoque. appelle ça là? Un lion de mer. Tous les animaux. On va tous les faire. Bon, c'est un phoque ça. Un morse. Ouais, un morse, un phoque. Ouais, c'est ça. Oh, c'était un petit phoque. C'est une lamentine. Non, j'invente. C'est un phoque. Ouais, on va dire un phoque. Je pense que c'est un phoque. Ouais, phoque, c'est bien. Je sais pas différencier toutes les créatures marines qui s'apparentent à ça. Pour moi, c'est toutes les mêmes, mais. J'ai utilisé mes yeux, dit Funky Ben. On n'a pas les mêmes yeux. Je voyais vraiment autre chose. Pas le même niveau de fatigue non plus. On l'a vu tout à l'heure. C'est le Du coq. coup, c'est le coq, ça, ouais. On me dit pas que du coup c'est le dernier, on s'amusait beaucoup trop. Oh non. Oh non. Déçu, je reviendrai Ah ouais, pas. j'avoue. L'instant jeu n'a pas duré assez longtemps. Il y a rien à déception. bouffer, il y a pas de sushi, on joue pas longtemps. Moi franchement je sais pas ce que je fais là et on boit de l'eau. Enfin je suis désolée mais on n'est pas bien accueillis hein, sur ce plateau. On est vraiment français ici, on fait la révolution à chaque Oui. fois. Ah mais moi tout désolé, je te retourne la Jamais table content. là et... En tout cas, il était trop bien le jeu. Moi, Bah ouais, j'ai kiffé. voilà t'as frustré Mathis, Bah j'espère que ouais. t'es fière de toi. Mais regarde même dans le chat, ils sont là. Oh no. Oh non, Eh le ouais, suivant. eh ouais. Vas-y, pendant qu'on discute, T'en fais fais-en d'autres. T'as 5 minutes, Tu go. sais, genre il fait ça en 2-2, tu sais. Oui, grave, il est comme Ça se ça. trouve, il a mis 24 heures à faire les 10 images là. Je pense en vrai, parce que ça sent le détourage Photoshop. C'était une complainte, la complainte du CM. Il y a eu un gémissement derrière les écrans. On a senti toute la douleur. On a senti toute la douleur à travers son expression. Du coup, évidemment, nous n'allons pas l'obliger à nous refaire des images. Nous sommes grands. Nous allons continuer la discussion que nous avions. Personne n'a pensé au tome de One Piece. Personne n'aurait trouvé. Mais attends, pour quelle image? Il aurait Ça aurait été un faire carré, en fait, ça aurait été un carré. ouais. Alors sachez que j'ai suggéré ça tout à l'heure, avant l'émission. J'ai dit, ça aurait été drôle de prendre un tome de manga et de dire, ça ressemble à un bouquin, tu vois, juste pour nous en nombre, Ah oui. et qu'il fallait trouver que c'était un tome de manga Glénat. Et qu'en fait, enfin je dis, on aurait Et pu la faire ça, licence. ça fait Ah oui, auto-promo, c'était bien. Mais je vais proposer ça trop tard, parce que je vais proposer ça aujourd'hui, et qu'à mon avis, il n'a pas fait ça aujourd'hui. Apparemment non. Il y a Funky Ben qui compatit, qui dit j'avoue ça doit être tellement long. Mais je pense aussi, hein, pour manipuler un peu Une Photoshop. minute de silence pour le monteur. Pour le travail. Pour notre illustre CM qui s'occupe de faire... En tout cas, une bonne idée à reprendre peut-être à Japan Expo, mais il faut en mettre 50. Bah Ah oui. ouais, au moins. Si un jour t'as la chance d'avoir un stagiaire, tu lui fais faire. Mais tellement. Sinon j'ai Photoshop si tu veux. Eh bien écoutez, c'était l'instant jeu. L'instant jeu où on a tous joué, vous avez joué dans le chat également, vous avez participé, nous aussi on était à fond là. Bah là, mais on est retombé j'avoue. comme un soufflé quoi. On était oui. tellement bien partis, franchement. En plus, on était spoilé du plus dur à la fin là.
J'avoue que le... Ah si, le col, quand même, il avait la forme de son bec, je sais pas si on l'aurait trouvé. C'était moi, difficile, parce que comme ça faisait un peu aigle, tu sais. Ah ouais. Genre, On aurait peut-être pensé faucon. Ouais, on serait parti sur un rapace peut-être. Ouais, alors le truc c'est un vieux coq. RIP pour la Japan. Il n'y a pas encore de stagiaire, donc il n'est pas RIP, enfin le stagiaire n'existe pas. Tout va bien. Jeu des ombres chinoises B, oui, voilà, c'était le petit jeu. Moi, ce que j'aurais trouvé amusant, mais peut-être que c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut demander des autorisations et de l'aval au Japon, mais j'aurais trouvé ça hyper intéressant qu'on nous demande de deviner les protagonistes juste à travers leur silhouette. Ah oui, mais bon, ça, je pense qu'il faut 3 mois de demande. On nous fait signe qu'on a un peu trop d'exigences, franchement. Bah écoutez, c'est pour rester un petit peu dans le thème et tout, et puis un petit peu voilà pour doser finalement nos connaissances sur l'œuvre, et même pour les gens qui nous regardent hein, finalement. Quand Caro rit de manière aiguë, on a l'impression d'entendre la regrettée Ariane du Club Dorothée. Je ne sais pas comment interpréter cette information, mais je vais le prendre comme un compliment. Je pense que c'en est un. Parce que j'aimais beaucoup le Club Dorothée, j'aimais beaucoup Ariane. J'ai pas la ref. T'as pas la ref? J'ai pas la ref. T'es trop jeune? Bah en fait, moi, quand j'ai commencé à regarder la télé, ça s'est arrêté. T'es trop jeune. J'ai un moment de... Alors, qui c'est qui a dit ça? C'était Animé No Mélodie. Ben, en tout cas, il n'a pas la rêve d'Ariane. Il faudra le spammer sur Twitter avec un petit lien YouTube pour qu'il entende Ariane rigoler. Et peut-être que dorénavant, il m'appellera Ariane. Ariane qui voilà, n'est plus aujourd'hui, malheureusement, mais qui a, je pense, évidemment, bercé la jeunesse d'énormément de gens. Marqué des générations. Ma génération, en tout cas. Mais pas la sienne, a priori. Donc, il y a... Voilà, seulement certaines générations. Ariane avait un rire contagieux et de bonne humeur. On me balance encore des compliments, c'est ça? Je vois que c'est un compliment. La télévision s'est pas arrêtée, hélas, sinon on n'aurait pas d'autre chose. Très bien. Parfait. Et merci. On va revenir sur la discussion de Shadows House du coup, puisque nous n'avons plus de silhouette à deviner. Et un des points qu'on n'a pas encore abordé et qui sera assez rapide de toute manière, c'est le travail qui a été fait sur la fabrication des tomes de Shadows House en France. Alors je n'ai pas en main évidemment les tomes japonais, mais il y a justement un travail qui a été fait pour se rapprocher au maximum du produit, puisqu'il y a des dorures qui sont ici sur le dos, mais également ici à l'avant sur la couverture. Alors le truc qui avait été déjà dit par le passé par des gens, c'est que c'était pas aussi on va dire éloquent que la dorure au Japon. Et bien en fait, là l'explication est toute simple, c'est qu'en fait on n'a pas les mêmes teintes, on n'a pas les mêmes couleurs et on peut pas reproduire exactement. Pourtant, vraiment, les gens font des efforts de fou. Vraiment beaucoup d'efforts pour essayer à chaque fois de calibrer au maximum selon aussi les possibilités des imprimeurs, parce que tous les imprimeurs proposent pas les mêmes choses, mais déjà de base en Occident on n'a pas les mêmes vraiment c'est fou de se dire qu'on n'a pas les mêmes encres qu'en Asie quoi. Donc c'est compliqué, hein. on a des grands moments quand on check les épreuves des chromies, notamment sur Shadows House justement en particulier, mais je crois que sur ce tome là en particulier en fait on a des effets de papier peint justement victorien comme ça beaucoup sur les tomes au dos de chaque tome. Oui, c'est très... Alors évidemment attends, celui sur celui-là, par exemple, on a ces effets comme ça de papier peint victorien, très sympathique. Laissez-moi vous dire que pour reproduire exactement la même chose que la VO, c'est toujours un grand moment parce que vous voyez sur... alors ça ne se voit peut-être pas hyper bien à la caméra, mais en fait il y a un effet de fleurs rouges sur fond orange, donc il y a énormément de détails avec les ronces et sur ce genre de petit imprimé en fait pour avoir... que tout ressorte correctement comme sur la version japonaise, on peut avoir jusqu'à 5-6 allers-retours avec les chromistes parce qu'ils vont faire des essais en fait en ajustant les courbes sur leur logiciel. Et le problème c'est que nous quand on va recevoir et qu'on va checker à la table lumineuse, malheureusement par rapport à la version japonaise on n'est pas toujours ultra raccord. Je crois que les premières versions qu'on a reçues on tirait sur le fuchsia, quelque chose comme ça, donc ça demande en fait des micro-ajustements répétitifs qui... alors voilà, des fois on peut arriver du premier coup, je crois que celui-ci c'était un peu moins compliqué, et puis il va y en avoir d'autres comme celui-là en particulier, où on se retrouve à faire 5 ou 6 allers-retours parce que... on est un peu perfectionniste et on se dit que là quand même, quand on a des fleurs rouges sur fond orange, c'est pas pour avoir le tout fuchsia et jaune quoi. Donc voilà pour la petite histoire
au niveau de la fabrication. Et il n'y a pas une dorure identique absolument sur tous les tomes. Vous voyez ici par exemple pour le tome 4, il y a une... Alors du coup c'est pas une dorure si c'est rouge. C'est une dorure rouge. C'est une dorure d'or rouge. Une dorure métallique rouge, une voilà. dorure. Ah oui, métallique. Voilà, ça a un côté quand même très très métallique. Je vais essayer de vous le montrer ici parce que normalement... Alors le truc c'est que comme c'est très rouge, c'est très difficile à distinguer si on n'a pas le bon angle de lumière. Mais vous le voyez beaucoup mieux sur la couverture ici. Voilà, là, vous voyez bien. C'est exactement la même dorure métallique, c'est bizarre à dire, rouge, que vous retrouvez ici sur le dos. Mais comme bon, autour c'est rouge, là comme ça, sur la caméra, ça se note pas. Ça se voit bien quand on est face à la lumière et qu'on l'a, nous, en main, avec nos yeux, on le voit. Et je trouve ça intéressant, en fait, que vous ayez... fait des choix comme ça, c'était spécifiquement pour ce tome-là ou il y a d'autres tomes qui ont... Ouais, celui-là il est plutôt argenté. Voilà, Ah, il y a bleu, il y a bleu sur le tome 5. Il y a vert. Il y a argenté là, ouais. Et il y a vert pour le 6. Alors je sais pas si on voit... Voilà. Faut faire des reflets. Là, vous voyez, c'est bleu. Je pense qu'on va... Ouais, je sais pas, je me faire trompe. les reflets. Ah, ça va là. C'est le jeu des reflets. Là. Shadows House en bleu là. Et du coup, c'est en bleu également sur le dos. Et du coup, là, on l'a en vert. Ah voilà, là, on voit bien sur la couverture. Et sur le dos, comme ça. Ouais, on le distingue. On le distingue un petit peu. Shadows House, c'est en blanc. C'est lequel qui est en blanc? Non, ça doit être les argentés. Genre ah là. oui, c'est celui-là. Ah, ça doit être celui-là. En argenté, c'est hyper canon. Bah là, en plus, sur un fond sombre comme ça, ça ressort parfaitement. Et du coup, là, sur le dos, il ressort de fou. Ouais. Il ressort vachement plus que le doré, vous voyez. Par exemple, si on compare à la lumière. Ah, si, à la lumière, quand même, il se voit bien. Mais l'argenté, c'est vraiment le plus puissant. Il dégomme tout, l'argenté. Il flash bien, ouais. Ah, il flash très très bien. Là, je pense que celui-là, les fans étaient très contents. On reprend en fait tout simplement la fabrication japonaise hein, qui a aussi la dorure comme ça et on suit la colorimétrie qui est sur la VO pour la reproduire sur la VF. Du coup, les Japonais ont la même couverture? Oui. Okay. Oui, on a des reproductions. C'est pas une création. Les jaquettes, il arrive parfois en fait qu'on fasse des créations sur certains titres parce qu'on ne reprend pas les jaquettes japonaises. Mais sur Shadows House, ce sont les jaquettes japonaises avec la même production. Donc voilà, on suit rigoureusement la VO. Et il y a des pages couleurs à chaque volume. Oui. Aussi à noter que vous retrouvez à chaque fois quelques pages couleurs. Je n'irai pas balancer un chiffre, mais selon les tomes, peut-être ça peut changer. Mais il y a, voilà, comme vous le voyez ici, des pages couleurs sur chaque volume. Au début et à la fin. C'est toujours au début et à la fin? Oui. Mais du coup, peut-être pas le 12, hein, parce que voilà, le 4, c'est déjà moins. La fin. Le 4, il y a déjà moins de risques. Tu montrais l'image de Barbara tout à l'heure, elle était en tome. C'est vrai. Là, par exemple, ça c'est très cool, et heureusement qu'il y a ça en début de tome, c'est les petits récaps. Le récap avec qui est qui a fait quoi, qui ressemble à quoi. Je crois à la fin aussi. Qui est l'ombre de qui? Oui, c'est important. À la fin, il y a tous les personnages aussi, ça m'a beaucoup aidé ça. Ah oui, à la toute fin, il y a un chart avec tous les protagonistes. Parce qu'il y a quand même beaucoup de persos, beaucoup de prénoms à retenir. Ici. Et du coup, voilà. Voilà, ici, sur ce côté-là. Schéma, et c'est très pratique. On sait aussi, avec des petites croix, qui n'est plus. Oui. C'est vrai, lui, il n'y a plus. Mais du coup, effectivement, à la fin du tome, par exemple, ici, il y a encore des illustrations en couleur. Donc ça, c'est exactement comme dans le tome japonais, du coup, aussi. Il y avait des illustrations couleurs. Oui, tout à fait. Et ça fait partie aussi des, des chromis sur lesquels on se bat un peu, parce que, idem, n'ayant pas les mêmes encres, c'est parfois compliqué, notamment sur des images sombres comme celle-ci, de bien récupérer, alors là, ça se voit peut-être pas à l'écran, mais de bien récupérer tous les détails en arrière-plan, des petits dessins, ici, idem, des boiseries, du tapis, etc. Où en fait, c'est des images qui sont bourrées de détails, et nous n'ayant, ou des robes de Kate, la robe de Kate notamment est complètement brodée, et ça fait partie des petits détails que nous souvent sur nos premiers essais d'impression c'est pas trop ça, donc pour rééquilibrer les teintes, pour pas faire ni trop clair, ni trop foncé, ni trop rouge, ni trop bleu, ni trop vert, ni trop jaune, on est obligé de faire plusieurs essais souvent pour encore une fois essayer de prendre soin de proposer une version française qui est au plus proche de la VO en fait tout simplement pour respecter non seulement l'œuvre originale mais en plus le lecteur français qui mérite d'avoir exactement la même chose que ce qui est paru au Japon tout simplement. Et des fois je trouve même que les tomes français sont de meilleure qualité qu'au Japon.
Alors je sais pas. Ça dépend des séries, mais je suis d'accord. Il y a beaucoup de séries où... Honnêtement, je suis totalement d'accord parce que le papier de certains éditeurs, c'est un peu du PQ quand même au Japon. Oui, bah après c'est moins cher au Japon, je sais pas, mais du coup c'est pour ça que ça dépend vraiment lié des séries. Peut-être à la sérialisation aussi, qui est beaucoup plus rythmée chez eux. Nous, c'est comment dire, c'est à la fois l'avantage et l'inconvénient du fait qu'on soit en décalé, on reçoit tout après. Donc les erreurs qui ont été faites, on les connaît déjà, donc on va pas les refaire. Et ensuite, effectivement, on a peut-être plus le temps de passer du temps sur une production, une fabrication, où eux, c'est peut-être beaucoup plus attendu, puisque c'est les premières parutions, donc ils ont peut-être moins le temps de sélectionner ou de privilégier parfois la qualité des premiers tirages, alors que nous, on arrive toujours au minimum 3 mois après, donc c'est vrai que ça nous laisse un petit peu plus de temps. Et du fait qu'on soit un éditeur, on est l'éditeur français, on n'est pas l'ayant droit, on n'est pas le premier intervenant. Ça peut nous permettre d'avoir une production un peu plus lisse. En fait, nous, on essaie de maintenir une qualité constante de toutes nos séries, tout simplement. Là où les éditeurs japonais de certaines séries, nous, on publie des séries qui sont chez plusieurs éditeurs japonais. Donc, par exemple, l'éditeur japonais Bla va imprimer sur du papier pas quali, et l'éditeur japonais Bidule va imprimer sur du papier ultra quali. Nous, on va être entre les deux, c'est-à-dire qu'on a un papier raisonnable qui du coup va faire une upgrade pour le papier dégueulasse de Bla, mais un peu redescendre la qualité de Bidule qui avait un super papier, où nous on va remettre quelque chose d'un peu plus sur la norme du marché actuel. Mais quand il y a un super papier, c'est que souvent c'est déjà une édition d'une certaine qualité, c'est peut-être pas la première impression d'un tankobon classique où ça dépend vraiment. Si, ça peut arriver, mais ça va plutôt concerner d'autres séries, comme par exemple sur les saisons d'Ogishima, où la fabrication japonaise est splendide. Oui. Et nous, on n'a pas pu rencontrer les attentes à ce niveau-là, tout simplement parce que il y a certaines thématiques qui vont énormément se vendre au Japon et qui vont malheureusement un petit peu moins intéresser en France. Donc eux, au Japon, ils savent qu'ils vont vendre, ils vont partir pleine balle sur une super fab, un papier épais comme ça, des dorures, tout ce que tu veux. Nous, en France, c'est un titre coup de cœur dont on avait déjà édité les autres titres de l'autrice, qui sont excellentissimes d'ailleurs. Allez lire La Lanterne de Nyx, Le Dernier Envol du Papillon, c'est magnifique. C'est fabuleux. Mais c'est peut-être un public un peu plus de niche, à mon grand regret, parce que moi j'adore et j'aimerais que ce soit vendu en masse parce que c'est trop bien. Mais on est obligé de faire des choix un peu stratégiques aussi, malheureusement, en termes de budget. Et quand on sait qu'un titre risque de moins rencontrer son public en France, on se contente d'une fabrication classique quand le modèle japonais était vraiment très très beau, mais qu'on peut pas en faire autant, quoi. Mais ce n'est pas le cas de Shadows House. Pour le coup, Shadows House, on peut complètement respecter la VO, ça n'a pas posé de problème. Il y a beaucoup de gens, moi je les ai chez moi, beaucoup de gens qui ne se connaissent pas en manga et ils prennent souvent celui-là. Ouais, parce que c'est joli. Et même voilà les petits effets, il y avait celui-là, les petits effets de papier peint derrière et tout. Enfin, moi je trouve ça super sympa à chaque fois avec le petit médaillon d'un personnage. Vraiment, je trouve que. Ouais, là c'est un peu plus flippant avec les petits bonhommes dessus. Il y a un thème en fait, il y a vraiment un truc. Qui doit correspondre peut-être avec ce qui se passe dans le tome en plus. Et c'est toujours coloré. En fait, c'est ça qui est très amusant et oui, voilà, qui est d'autant plus paradoxal. C'est un manga où, voilà, si vous voyez par exemple, là, je ne montre pas, mais juste la page de sommaire est jolie aussi. En fait, c'est un manga où on parle de shadow, donc les personnages n'ont pas de visage et sont des ombres, mais ça paraît très coloré en fait, puisqu'on a beaucoup de pages couleurs, les couvertures sont très belles, donc ça contribue encore une fois au paradoxe de la série qui fait tout son intérêt. En tout cas, il y a des gens qui sont convaincus sur le chat, qui pensaient pas se lancer dans cette série, mais qui vont le faire. Allez-y. Je pense à Twitch Chatim TV qui a l'air de se laisser convaincre et qui va peut-être aller tenter du coup. C'est bien, je vois qu'on a Olios Twitch. Les saisons d'Ogishima, oui, merci, vas-y, fais-le découvrir à tous tes amis, à ta famille, c'est trop beau, c'est trop bien. Les saisons d'Ogishima, c'est trop bien. Par contre, là, pour le coup, si tu lis ces autres œuvres, lis-les avant si tu peux. Demande à Glénat. Ça dépend, en fait. C'est pas nécessaire, en fait, mais c'est le verse. C'est un peu comme Shadows House et Kuro, en fait. On n'est pas obligé d'avoir lu l'une des séries pour lire l'autre. On n'a pas besoin, mais ça apporte un petit truc en plus.
Okay. Parce que tu vas avoir la petite nostalgie, quoi. Bah ouais, tu te dis, oh, c'est machin. Je le revois et tout, c'est trop Il est tout jeune. Oui, c'est ça, c'est à différentes temporalités et tout. C'est ça. Parce que du coup, Du coup, c'est la même histoire un peu, mais... Du même avec univers, mais... Okay. Avec dans des temporalités différentes. Il y en a une qui va se passer à une période, et puis l'autre histoire, elle va se passer 50 ans plus tard, une autre 300 ans avant. Enfin, c'est dans des temporalités comme ça. Du coup, il y a des... On va parler de certains personnages, ou alors tu vas voir certains personnages et faire... Oh, il est devenu ça. Incroyable et tout. C'était un petit poupon et tout. Oui. Oh là là. Donc, il y a un petit quelque chose à retrouver les protagonistes, mais en soi, c'est pas nécessaire. Pour comprendre l'histoire, la vivre et l'apprécier, t'as pas besoin. Puis ça, entre guillemets, c'est des séries qui se lisent assez vite parce que Ogishima, on n'est que 4 tomes, Lanterne de Nyx 6 tomes, et le dernier envol du papillon, c'est un one-shot. Donc même si vous voulez commencer par le dernier envol du papillon, ça vous donne un petit aperçu, un petit goût de l'autrice, de son univers, de son dessin, de sa patte, de ses thèmes. Elle a des thèmes récurrents qui lui sont chers. L'amour, l'amour impossible, la fatalité, en fait. C'est le lien avec l'étranger, avec l'Occident, parce qu'en fait ça se positionne quasiment tout le temps autour de cette période historique où le Japon s'ouvre à l'Occident et se referme. Et voilà, donc c'est hyper intéressant en fait cette perception qu'elle a à mettre du coup ces personnages qui se rencontrent et qui essayent de cohabiter ensemble, et ça peut être compliqué, ça peut ne pas l'être. Il y a des petits chocs culturels. Beaucoup de chocs culturels, mais c'est super intéressant, et c'est c'est des titres à chaque fois avec plein d'humanité. C'est ça, c'est humain, c'est émouvant. Moi, c'est le genre de titre qui me fait un peu sentir comme quand on regarde du Downton Abbey ou des choses comme ça, où on a, on a vraiment un affect pour les personnages qui se développent très très vite. Et on est extrêmement touché par leur destin, par leur vie, par les aléas, par tout ce qui se déroule. C'est à la fois triste, poétique. Non, vraiment, moi je tarirai pas d'éloges sur ces séries et sur cette... La recherche historique à chaque fois aussi est fascinante. Très bien fait, très documenté. Régalade. Et dans La Lanterne de Nyx, en l'occurrence, il y a une grande partie de l'histoire qui se passe à Paris. Je vous jure, ça fait quelque chose. De vous dire, cette rue-là, il se passait ça là-dedans? Mais non, je passe tous les jours là-bas. Et en fait, c'est là qu'en fait, moi, ça m'a fait une prise de conscience de c'est fou, ça me parle d'un truc d'il y a 200 ans. L'histoire. Mais genre cette rue, ce bâtiment, il existe encore en fait. Et je peux encore aller le voir. Et il est dans cette histoire. Je trouve ça vraiment, c'est un truc un peu fascinant. Ça connecte. Complètement. Mais là, c'est parce qu'on est en région parisienne et qu'on peut aller souvent à Paris que c'est encore plus incroyable, je trouve. Mais bon, voilà, on a fait un petit aparté sur ces petites histoires-là. Mais c'est vrai qu'elles sont incroyables. On a eu l'occasion de faire une émission dédiée en octobre en 2023, puisqu'on a fait l'interview de l'autrice, justement aussi, entre autres. Est-ce qu'elle est incroyable? Kanta Karama, dans nos veines, comme on dit, vraiment. Non, elle est incroyable, puis elle nous avait teasé qu'elle allait faire une nouvelle histoire. Pardon, faut vraiment que je me calme, je vais boire de l'eau. Et qu'elle allait agrandir son verse, mais qu'on allait avoir des surprises. Je fais, oh là, arrêtez s'il vous plaît. On arrête tout. Donc n'hésitez pas, l'interview d'ailleurs est toujours disponible sur le channel YouTube de Glénat, si jamais vous avez envie. Je pense que vous tapez Glénat Kanta Karama. Oleo Switch, super interview, c'est bien. Merci Oleo Switch, je m'en souviens. Ouais, elle est très gentille, elle était adorable. Donc s'il y a des gens qui ne connaissent pas et qui veulent aller découvrir, l'interview est toujours disponible. Et ça, c'est vraiment très pratique. Voilà, vous pouvez à tout instant aller voir ça sur YouTube. Vous donnez trop le goût. Mais oui, parce qu'on est en train de fangirler en direct. Elle apporte un regard sur l'histoire avec du recul et des précisions. Mais oui, Oleo Switch a tout de suite compris évidemment l'essence même de cet artiste. C'est fabuleux. Big up Oleo Switch. Ah ouais. Genre, il y a des plus sains partout dans le chat aussi. Ah oui, le dernier envol du papillon était incroyable. Ouais. J'ai chialé moi. J'ai chialé sur le dernier envol du papillon. C'est ça qu'il y a un tome. Mais en un tome, c'est ça. C'est tellement immersif en fait. Tu peux pas. C'est vraiment ça. T'as tellement d'émotions pour les personnages. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait que moi, c'est très important pour moi de me sentir connectée aux personnages et d'avoir vraiment de l'affect pour eux, pour me prendre à l'histoire. Oh bah alors là, avec Kanta Karama, t'es servi. Tu peux pas ne pas avoir d'émotion, ou alors t'es une machine. Mais vraiment, c'est tout de suite prenant parce que elle a quand même un petit ton triste aussi. Il y a une mélancolie. Voilà, en fait c'est ça. Il y a une mélancolie, donc c'est doux amer,
un goût de l'histoire et en même temps... Mais c'est très japonais, je trouve, Oui. cette mélancolie qu'on peut retrouver dans plusieurs histoires avec C'est une ça. fatalité, tu vois. Un petit côté Ghibli, tu sais, comme tu peux avoir dans Arrietty, où quand les personnages se séparent, tu sais qu'ils se reverront jamais, et d'un côté... Et c'était bien, et en même temps, c'est terminé, et en même temps, t'as apprécié. T'es toujours un peu confus à la fin de ce genre C'est d'histoire. un peu l'histoire de la vie. Ah, ouais. C'est un peu l'histoire de la vie. Ouais. Alors, le conseil, c'est de les lire dans l'ordre où elle les a écrits, Oui. même si les temporalités sont pas du tout suivies d'un point de vue chronologique, mais vraiment, le dernier envol du papillon, c'est le premier, on va dire, du verse, Takahama verse. Puis au moins, ça fait commencer, et vous Ouais. savez. Après, elle a fait la lanterne de Nyx, Ouais. et après, elle a fait le dernier envol du papillon. Non, Ogishima. J'ai dit le dernier, pardon, Ogishima, les saisons d'Ogishima. Je suis repartie sur le one shot, excusez-moi. Après, elle en a fait aussi un autre qui s'appelle Tokyo Amour et Liberté, qui est en dehors de ce verse, Elle a adapté l'amant aussi. mais chez un autre éditeur. Pardon. Il est vrai que cette adaptation est très belle aussi. Il est vrai. Marguerite Duras, quoi. Oui. C'est beau. Mais ça Oui. donne envie en tout cas. Là, Ouais. Excusez-moi. Elle est J'ai très pris des forte. notes. Elle est très forte. J'ai pris des notes, en tout cas tu m'as donné envie là. Qui va rentrer dans notre team. Oui, Qui va viens, rentrer. tu vas voir, on boit C'est pas bon. de l'eau, on boit du thé. C'est vrai que ça donne envie de boire un bon petit thé là, Ah un oui. petit genmaicha là. Ah, Ah là là, fabuleux. Mais écoutez, c'est quasiment la fin de l'émission, donc il va être temps pour nous de s'arrêter là sur cette discussion. Mais on a quand même une annonce à vous faire, une annonce qui fera plaisir parce qu'on sait que la attendu. licence à laquelle elle est liée, il y a une attente. Ah, il y a une grosse attente, je suis la première. J'ai poussé des petits hurlements le jour où on m'a annoncé que cette licence arrivait chez Glénat. J'ai fait enfin, arrivait, revenez on va dire, revenez. Et j'y croyais pas du tout. Je n'y croyais absolument pas. Non, j'y croyais pas. Je me disais, ah bon? Bah Mais si, quand c'est même. fou. Mais il y a tellement de licences qui sont demandées par les gens en mode, oh, vous nous la faites en perfect, s'il vous plaît. Réfléchissons. Et donc là, c'est un peu. Donc, C'est pas si simple, mais on fait ce qu'on peut, les enfants. Exactement. Donc effectivement, pour ceux qui auraient compris à travers les lignes, on parle de la licence Rave de Hiro Mashima. Et l'annonce est, ma chère Audrey. Et bien l'annonce, c'est tout simplement que à l'occasion de la sortie du premier tome de la toute nouvelle édition qu'on a mais bichonné, on a fait ça bien, hein, on a bien travaillé, ce sont des tomes perfects, donc vous avez un double tome, grand format, entièrement la trad revue, bien recorrigée, en sens japonais, puisque je rappelle que la première édition était en sens français avec toutes les images inversées, avec les zonos qui avaient giclé, enfin, ils avaient fait ça bien à l'époque, hein, mais aujourd'hui on n'est plus du tout dans cette vibe-là, donc nous on a tout révisé. Et à l'occasion de l'apparition donc du premier tome de la Perfect, vous avez en librairie un shikishi offert de notre héros qui s'appelle donc Haru, comme vous le savez très bien. Et en combien de tomes excellente question. Alors, l'info avait été donnée, je ne l'ai pas retenue. Mais nous on vient pas au jour le jour à l'édito donc. Ah, Joy Polo nous dit 18 tomes tomes. parce qu'il est mieux renseigné que nous. Ça en a fait 18 tomes édition. c'est la Perfect ou c'est pas genre 18 tomes au total de la série? Non, la C'est série vrai. était vachement plus longue. Ah ouais? La série était super longue. Bon bah 18 tomes. Donc, de la 18 Perfect, tomes, va ça me faire plaisir semble, à Joy Polo. Ça me Confiance, semble Crédible. possible. 35. Non, 35 c'était la normale. C'était l'édition classique, il me semble. 35. C'est ça, hein, c'est ce qui me semblait. Hein. Si jamais à tout instant. C'est ça, c'est Kevin nous avant dit, Fairy Tail. Et honnêtement, ça a pas pris une ride. Hein. C'est un bon shonen. Ça démarre direct. C'est bien 18. C'est bien. Super. Voilà, Donc, Joy Polo qui sait donc tout. Merci. Merci Joy Polo. Oui, je suis bien d'accord. Meilleur que Fairy Tail. Je suis désolée de le dire, hein, mais c'est Oh. une réalité. Mais il y a un personnage qui est trop mignon là, j'aime bien là. C'est Plou. Plou, ouais, c'est ça. Il est trop bien. Mais oui. Non, mais c'est trop mignon. Le héros est hyper attachant. Les thèmes sont bons. Le dessin a pas vieilli. Pour moi, c'est vraiment l'histoire qui a initié un peu tout son univers. ouais. Parce que Ouais. après, il y a des Totalement. personnages. Qui reviennent, enfin qui sont Il y récurrents a dans des- son style. Voilà, il y a des Ouais. styles de protagonistes qui reviennent dans ces histoires par la suite. Et donc, Mais ça donne jamais un aussi peu... bien que dans Rave. Hé, hé. Bah, écoute, en tout cas, personnellement, comme c'est le premier Hiro Mashima que j'ai lu de ma vie, quelque part, ça marque. Ah bah voilà. Ça marque à tout jamais, donc je suis obligée d'être de ton avis. D'une certaine manière. Serions-nous pro Glénat? Mais pour le coup, moi, je me rappelle des tomes. Qu'est-ce que j'étais jeune quand j'ai lu les Raves, mon dieu. Et du coup, tu les as lus sur la vieille édition Ouais. sens français, avec les images retournées. C'était quoi le début des années 2000? Ça devait être 2003, Comme 2004, ça, un truc ouais. comme ça. Image retournée, c'était. Bah, dans le sens français, Ils ont donc mis en- il tournait. ils ont mis dans le sens français. Ouais. C'est ça.
Ah oui. T'as pas images connu étaient ça. en miroir en fait. Ok. Carrément. Ouais. Ah, ils se sont donné du mal. Hein. C'est un autre niveau de lecture, tu vois. C'est collector du coup. Ouais. Mais je sais pas si c'est dans le bon sens. Oui, bah oui. C'est ouf. Si Plu revient dans toutes ces séries, Plu, oui d'accord, mais pas plus. Pour l'anecdote, c'est son premier dessin quand il était enfant. Oh. Oui, il y avait un truc comme ça. C'est la réalité, mais on a tous vu avant du rave. Moi, c'était un manga et premier épisode animé. Eh ben, ça manque du Mashima à la télé. Ah, c'est vrai que Rave, il y a eu un animé. Mais j'ai jamais regardé pour le coup. Ça n'a pas fait beaucoup parler en tout cas. Puis il y a tellement longtemps en plus. C'est fou. Oui, mais pour beaucoup, j'ai l'impression que le manga, ils connaissent le plus de Mashima. C'est parce qu'en fait, Fairy Tail, c'est la série qui a eu des millions de spin-offs aussi. Ouais. Donc, très longue série animée. Trop long. Excusez-moi. mais Rave, voilà, c'est la base. Après, ouais, il y a toutes les autres séries de Monsieur Mashima qui continuent. Au passage, on peut même peut-être dire que Monsieur Mashima est un des mangaka les plus cool et sympathiques de la planète, car c'est littéralement l'écho que tout le monde m'en fait parmi les gens qui ont eu l'occasion de le côtoyer. Donc je me dis, waouh, et en plus, ça doit être tellement cool de le rencontrer que, en fait, le gars, il est genre, c'est une star, c'est une resta, mais c'est un bisounours. On aime. Je pense que ça reste encore assez rare aujourd'hui, les gens qui arrivent à rester à ce niveau-là et à être des célébrités comme ça. Enfin, quand t'es Hiro Mashima, enfin, je sais pas, je me dis waouh, inatteignable. Et bah pourtant, il paraît qu'il est gentil comme tout, pas du tout diva, donc c'est en plus très appréciable de savoir ça. Et il s'arrête jamais, j'avoue qu'il s'arrête jamais. Il est sur plusieurs séries là. J'ai découvert, j'ai eu des infos, j'ai fait ah bon, il fait ça et ça aussi. En fait, il ne dort pas. Voilà, j'allais dire, mais il ne dort pas en fait ce monsieur prolifique, exactement. Voilà, c'est un gars qui s'arrête plus. Il sait plus s'arrêter. Je pense que c'est un concept il a pas amalgamé dans son corps. Quoi, m'arrêter? Pourquoi faire? Oh, je suis occupée là, je fais des mangas. Bon, en tout cas, voilà, pour tous les gens qui attendent le retour de Rave, vous aurez en librairie cette petite opération commerciale qui est bien sympathique. Dans les librairies participantes et dans la limite des stocks disponibles, donc allez-y vite. Bon, dès le 3 avril, évidemment, donc c'est pas tout de suite, mais là, vous êtes prévenus. Vous savez, et vous êtes privilégiés, j'ai envie de vous dire, parce que ce sera communiqué sur les réseaux sociaux qu'un petit peu plus tard, si je ne m'abuse, ou même à partir de demain. CM. La communication de cette information sera faite sur les réseaux sociaux maintenant. Demain, voilà, vous êtes privilégiés là pour cette petite info. Vous êtes des VIP, vous êtes des incroyables VIP. Et bah, du coup, on arrive à la fin de l'émission. Il va être temps que nous vous laissions tranquille, profiter peut-être d'aller tout de suite faire votre liste de shopping pour aller prendre tous les tomes de Shadows House, par exemple. Pourquoi pas toutes les œuvres de Kan Takarama. Voilà. Ça, faire de belles découvertes. Exactement, et nous de notre côté évidemment on va se retrouver dans 2 semaines pour parler d'une autre série de chez Glénat, une série dont on parle pas assez souvent aussi, donc là c'est vraiment cool qu'on aborde l'œuvre de cet artiste. Je parle évidemment du manga Pour le pire. Ah ouais. Et alors là pour le coup, c'est excellent. Il est excellent, mais on n'arrive pas à le mettre dans les mains des gens là, c'est compliqué alors que c'est du bon thriller là. C'est un thriller et c'est du talent à l'état pur. On est dans la manipulation du lecteur. Là, les révélations. Mais là justement, je suis un peu en retard. Je crois que j'ai 2 tomes de retard, donc il va falloir que je me plonge. Révélation sur son enfance. Ah si. Arrêtez ça. Je sais pas moi encore, spoilez pas. Mais en plus, ce qui est fabuleux avec cette histoire, c'est que à chaque fois, t'as des espèces de révélations, mais elles font comme ça. Du coup, tu dis, je suis pas sûre d'avoir bien compris l'information, et à un moment donné, c'est PAH et tu fais. Si, d'accord, c'était ça. Ok, merci. Mais c'est horrible. Et en plus, tu te dis à chaque fois, t'as une révélation, c'est morbide. Enfin, c'est pas que c'est sordide, mais c'est morbide et sordide. C'est les deux en même temps. C'est impressionnant. Des fois, tu te dis, non, mais je vais essayer de deviner. Qu'est-ce que ça peut être? On ne spoil pas. On est reparti là. On est reparti. Mais c'est l'émission dans 2 semaines. Il faut pas que je prenne trop d'avance. Bref, retrouvez-nous pour le prochain Glénat Manga Live. On sera autour de la série Pour le pire avec d'autres personnes autour de moi qui seront tout aussi sympathiques que celles que j'ai à mes côtés aujourd'hui. Merci encore Audrey. Merci beaucoup Mathie également. C'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et on vous souhaite évidemment une très bonne soirée et on compte sur vous pour la prochaine émission. Ciao! Bonne soirée!